Bonsoir, merci d'être venus relativement nombreux pour ce débat. Il est organisé ce débat par le site Grand Angle Libertaire. Une présentation en sera faite à la fin du débat. On est accueillis chaleureusement et gracieusement par le lieu-dit. Je vais faire une rapide présentation du débat et avant ça je présente nos protagonistes. Donc, Anselm Yappe, ça s'écrit Jappe, qui enseigne la philosophie en Italie, qui est un représentant du courant de la critique de la valeur, Wertkritik en allemand, dont le principal représentant là-bas était, puisqu'il nous a quittés l'année dernière, en 2012, Robert Kurz. Et donc à ma gauche, Anselm Yappe, et à votre gauche, Cédric Durand. Tout le monde est à gauche. Ouais, tout le monde est à gauche ce soir. Je suis superstitieux alors. Voilà. Et donc Cédric Durand, qui enseigne l'économie à Paris 13, membre des économistes atterrés, et qui par ailleurs anime la revue Contretemps, la revue en ligne Contretemps. Voilà. Donc je vais présenter le débat très très succinctement et voilà, je vais plus ou moins lire parce que j'ai la mâchoire un peu traumatisée. Voilà. De quoi l'Europe est-elle le nom? Est-elle le nom du néolibéralisme triomphant, masquant mal combien il est l'instrument de l'avidité des banquiers et des multinationales, ou bien est-elle le prête-nom d'un capitalisme irrémédiablement mondialisé et en crise? D'ailleurs, cette crise, quelle est-elle? Seulement une crise de la régulation, intervenue donc à la faveur de notre fameux néolibéralisme et qui émerge au tournant des années 80. Si tel est le cas, alors la re-régulation devrait constituer le point de départ obligé de toute entreprise de refondation des institutions que nous souhaiterions voir rendues à leur supposée vocation démocratique. Dès lors, on préconisera plus d'État et moins de marché. Entendez, plus de contrôle et moins de démesure. Il s'agira d'instaurer des contrôles divers, administratifs, plus ou moins démocratiques, sur les mouvements de capitaux, sur l'octroi de crédits, etc. Mais on peut envisager les choses sous un autre angle. Loin que cette dérégulation financière et commerciale puisse être considérée seulement, exclusivement, comme le fait d'armes de la cupidité et de l'aveuglement des grands propriétaires et des décideurs, ne faut-il pas y voir davantage le résultat du déploiement funeste des mécanismes fondamentaux de la croissance capitaliste ou de la valorisation du capital? Cédric Durand va commencer. Bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette invitation. C'est avec grand plaisir que je participe ce soir à ce débat. Alors je voudrais peut-être commencer par un point pour présenter un peu le statut du livre. Ce livre est un livre d'intervention sur un moment historique précis, la séquence de la crise européenne sur 2 ou 3 ans. Donc c'est un focus qui est tout à fait court d'une certaine façon, mais autour de ce focus court, il s'agit aussi d'essayer de donner à voir stratégiquement ce que la gauche radicale, puisque c'est bien l'espace dans lequel je me situe, comment on peut travailler ce moment historique. C'est un peu ça l'objet du livre. Et de ce point de vue-là, ça ne préjuge pas d'autres analyses sur lesquelles j'ai d'ailleurs travaillé, sur la crise de longue durée du capitalisme, par ailleurs. Par exemple, la question de l'État stationnaire. Je pense effectivement qu'on est dans une grande fatigue du capitalisme, une phase de déclin tout à fait marquée, que la croissance aujourd'hui est quelque chose qui est en train de disparaître. Il n'y a qu'à regarder les séries longues, c'est quelque chose de tout à fait net, mais c'est également quelque chose qui, si elle se maintient, ne peut se maintenir que de manière prédatrice. Et on voit que chaque tentative de relancer la croissance sont des tentatives prédatrices, réductrices. Donc ça, c'est peut-être un préalable pour qu'il n'y ait pas de faux débats entre nous et que, voilà, ce dont je veux parler, c'est pas de ça, mais je partage cette idée-là, on est dans une phase de déclin et qu'il n'y a pas d'opportunité prévisible et intelligible, envisageable, de retour d'une forte dynamique capitaliste telle qu'elle a pu exister dans l'histoire. On est bien à une phase charnière, si on devait le formuler en quelques mots. Alors, dès lors maintenant qu'on est revenu à ce moment un peu précis, qui est le moment de la crise européenne, le constat, le point de départ du livre, je voudrais l'introduire par une citation de Freud qui dit la chose suivante. Lorsqu'on jette un cristal par terre, la manière dont il s'éclate, c'est pas au hasard. Il s'éclate selon des lignes de fracture qui révèlent la structure préalable du cristal.
Et d'une certaine façon, la crise européenne, c'est un moment d'éclatement de ce type-là. Et les lignes de fracture qu'elle a fait apparaître font apparaître quels sont les points, les angles de la construction européenne, sa nature. Finalement, la crise nous a appris des choses sur l'Europe. Peut-être qu'on le savait déjà, mais les a en tous les cas clarifiées, rendues beaucoup plus nettes. Alors qu'est-ce qu'elle a appris ? Bon, il y a des choses sur lesquelles je vais aller très vite parce que je ne suis pas sûr que ça vous passionne. On pourra revenir dans la discussion si vous le souhaitez. Mais d'abord, c'est sur ce qu'était l'euro. Et une des contributions du livre développé par la Paliza, c'est de montrer que c'est une monnaie foncièrement inégale, dans laquelle les déséquilibres entre un centre et une périphérie se matérialisent par une financiarisation de la périphérie, qui est le revers de sa subordination en termes de niveau de développement. Donc, premier élément qu'on pourrait discuter plus précisément si vous le souhaitez. Deuxième élément, c'est que l'Europe est néolibérale. Alors on le sait depuis longtemps. Et, bon, ça ne s'adresse peut-être pas tellement aux gens qui sont ici, mais dans les débats à gauche, c'est un débat important. Il y en a qui disent qu'il y a eu un tournant néolibéral de l'Europe, que ce n'était pas une Europe néolibérale dès le départ. Au contraire, depuis le départ, le projet est néolibéral, et ça c'est quelque chose de très clair, en particulier le concept d'économie sociale de marché, qui est vraiment au cœur du projet européen, qu'on retrouve chez les ordolibéraux allemands dans les années 40, qu'on retrouve dans le programme de la CDU dans les années 50, dans le programme du SPD dans les années 70, dans le programme du PS dans les années 2000. Ce concept-là est un concept qui veut dire la chose suivante, et qui est d'ailleurs dans le projet dans le traité de Lisbonne qui fait office de constitution européenne, c'est la chose suivante, je donne la définition de Foucault, c'est l'idée que la forme fondamentale de la politique sociale, ça ne doit pas être quelque chose qui viendrait contrebattre la politique économique et la compenser. La politique sociale ne devrait pas être d'autant plus généreuse que la croissance économique est plus grande. C'est la croissance économique qui, à elle seule, devrait permettre à tous les individus d'atteindre un niveau de revenu qui leur permettrait ces assurances individuelles, cet accès à la propriété privée, cette capitalisation individuelle ou familiale avec lesquelles ils pourraient éponger les risques. Donc on voit très clairement que le projet européen, c'est au fond la concurrence qui doit permettre de générer de la croissance, et le social serait pris en charge par cette croissance. C'est ça l'idée. Il n'y a absolument pas une euphémisation sociale du rapport concurrentiel. Donc ça, c'est un point qui me semble très important pour marquer l'Europe dans la longue durée et montrer qu'il n'y a pas eu de tournant dans les années 80, mais que le projet est bien comme ça. Néanmoins, la crise, elle marque une accélération, une radicalisation de cette nature néolibérale de l'Europe et de son caractère prédateur. Et là, je voudrais faire appel à un concept qui est le concept d'accumulation par dépossession de David Harvey. Et si vous voulez, la crise, d'une certaine façon, bon, il y a différentes étapes, là aussi je vais très vite, mais c'est une crise de la dette. Privé d'abord, public ensuite, mais les deux sont intimement liés. Mais au fond, c'est qui va payer les dettes que la croissance ne permet plus de rembourser. C'est ça ce qui est en jeu dans la crise. Et la réponse qui est faite par la réponse libérale qui est portée par l'Europe, qui avec toute sa violence, en particulier dans la périphérie, c'est une réponse par dépossession. On va payer la dette, non pas en produisant davantage de richesse, mais en prélevant sur ce qui est d'une manière ou d'une autre de la richesse collective ou individuelle. C'est la valeur du travail, baisse des salaires, c'est démantèlement des services publics, c'est augmentation des impôts les plus injustes. Tout ça, ça équivaut, c'est une forme de baisse du coût du capital, une tentative de restaurer sa valorisation malgré l'absence de dynamique productive. Donc c'est un caractère... Est-ce que c'est encore du capitalisme ? Ça fait partie des questions qu'il faut se poser. On est peut-être dans une phase de transition vers un post-capitalisme prédateur. Une espèce de cauchemar qui serait pas le capitalisme généré par la croissance, mais une forme de post-capitalisme prédateur. Bon. Ensuite, troisième dimension que nous a révélé l'Europe, et j'insisterai peut-être pas énormément là-dessus, mais il me semble que c'est important, c'est que l'Europe était... Il y avait un problème de déficit démocratique, c'est un consensus, tout le monde est d'accord là-dessus. Mais là, ce qu'on voit émerger, c'est une forme de franc autoritarisme. On a mobilisé Gramsci pour penser ce moment-là. Les moments dans les périodes de crise où les classes dominantes, désorientées, invalidées dans leurs projets, doivent mettre en retrait les médiums d'influence populaire vis-à-vis de la décision politique. Et si on regarde un peu attentivement, et moi je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut regarder dans le détail les décisions qui sont prises et ce qu'elles veulent dire, ce qui se passe, eh bien on observe que toute une série de décisions centrales concernant la gestion des budgets publics sont complètement isolées dorénavant de toute forme d'influence, fût-ce médiée par les parlements des populations. C'est géré en préalable par le Parlement européen par le Conseil européen et la Commission européenne, qui sont des instances qui n'ont absolument aucun compte à rendre vis-à-vis des populations. Donc là, il y a véritablement une accélération de la démocratisation. Et l'autre élément, c'est peut-être le plus important, c'est le rôle de la Banque centrale européenne, qui est assez peu discuté, mais aujourd'hui, la Banque centrale européenne, c'est véritablement le cœur du pouvoir européen. Et c'est Draghi qui annonce d'un côté qu'il est capable de calmer la crise temporairement en disant on fera tout ce qu'il faut pour sauver l'euro. C'est Draghi qui annonce aussi, sans embâge, il y a un an, le modèle social européen est mort.
Donc pas l'économie sociale de marché, le modèle social européen est mort. Hein. Donc c'était l'idée qu'il y avait en gros un compromis d'après-guerre ou des acquis du mouvement ouvrier d'après-guerre, on peut l'appeler comme on veut, mais une forme d'état social, ça c'est fini. Hein. Il y a une normalisation. Donc la Banque centrale est une institution par définition non démocratique, hein, construite pour ne pas l'être, et aujourd'hui celle qui joue le rôle clé dans la régulation économique à l'échelle européenne. Donc ça c'est ce que nous a révélé la crise de manière extrêmement nette. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette crise ? On peut dire qu'elle laisse deux cadavres. Un premier cadavre, c'est la souveraineté des peuples, si tant est qu'elle est, dans la mesure où elle existait. Hein. Cette souveraineté des peuples, elle est véritablement, aux yeux de tout le monde, au grand jour, on pourrait dire même, complètement niée. Et le meilleur exemple, c'est de suivre l'agenda politique européen hein, au cours de ces 4 dernières années, qui est déterminé très précisément par l'attitude des marchés financiers. Hein. Le sommet européen sur l'emploi qui devait avoir lieu en 2009 a été purement et simplement annulé. Et par contre, dans le même temps, toutes les organisations représentatives des salariés n'ont eu aucun mot à dire. Les questions sociales n'ont jamais été traitées. Ce qui a été systématiquement traité, c'était l'agenda des marchés financiers. Les gens qui ont été consultés systématiquement, c'était l'IIF, l'Institute for International Finance, qui est l'organisation des grandes banques européennes. Donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose de très net, et là encore, qu'on peut développer au grand jour. Hein. Les éléments de souveraineté populaire sont complètement détruits. Deuxième élément, c'est la mort de l'européisme. C'était l'idée, c'est quoi l'européisme ? C'était beaucoup de choses, mais c'était notamment la première idée qu'on habite à Chypre ou qu'on habite en Finlande, on appartenait à la même grande économie, qu'on avait la même monnaie, donc on avait d'une certaine façon la même destinée, les mêmes aspirations. Non, on se rend compte que là, il y a des rapports néocoloniaux qui sont restaurés au sein de l'Europe. Il y a véritablement des statuts différents, hein, y compris pour les peuples, ils n'ont pas le même statut. Et donc je pense que c'est important de réactiver cette notion de semi-colonialisme qui émerge au sein de l'Europe. Il y a également une deuxième dimension. Je pense que ça a passé du grand monde ici, mais il y avait véritablement dans les classes dominantes, Habermas, Marcel Gauchet, etc., l'idée que l'Europe était un modèle pour l'humanité, hein, que c'était là qu'on gérait le mieux la démocratie, les droits sociaux. Ça, évidemment, l'Europe est la risée du monde entier, et certainement plus un modèle. Hein. Il y a cette espèce de narcissisme européen on a pris un sacré coup avec la crise. Alors, il y a ces deux cadavres, hein, mais il y a aussi un revenant. Le revenant, tout le monde voit qui c'est évidemment le fascisme. Hein. Il y a un revenant, le fascisme, avec ce qui s'est passé en Grèce. Alors là aussi, ça mériterait une discussion un peu détaillée. Dans l'ouvrage, il y a un papier de Dimitri Dalakoglou qui est extrêmement intéressant parce qu'il montre les liens objectifs entre le pouvoir et le mouvement néo-nazi obdoré et la manière dont ça participe de l'implémentation des politiques de la Troïka. Je pense que c'est un point très important. Mais plus généralement, hein, la montée des nationalismes de l'extrême droite partout en Europe et également le résultat de cette Europe-là. L'Europe n'est pas du tout l'émergence d'une forme civilisée de capitalisme, mais au contraire nourrit hein, le fascisme qui peut en émerger. Alors, du coup, ensuite, moi, par rapport à ça, c'est un peu le constat qui est fait dans le livre. J'ai mentionné certaines contributions, pas toutes, mais par rapport à ça, moi, j'essaie de me positionner de manière un peu stratégique. C'est-à-dire comment... En fait, l'idée de départ est toute simple. Hein. C'est l'idée que la force de nos adversaires, aujourd'hui l'extrême centre qui est hyper hégémonique, alors les idées néolibérales sont hyper hégémoniques, alors ne surestimons pas non plus leur force. Hein. Il y a une formule que j'aime bien d'Alain Suppiot, qui est un juriste du Collège de France, il dit la chose suivante, il dit on est en train de vivre la période Brejnev du néolibéralisme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, en gros, il n'y a rien qui semble pensable hors de ce cadre. C'est vraiment le consensus complet des classes dominantes, mais elles-mêmes n'y croient plus. Il est en faillite telle qu'elles-mêmes n'y croient plus. Et il y a une vraie fragilité intrinsèque de ce néolibéralisme. Hein. À la fois, il est hyper dominant, à la fois, comme projet, il est extrêmement fragilisé de l'intérieur même par son échec, d'une certaine façon. Donc il y a ça. Mais les autres adversaires, c'est effectivement les forces réactionnaires et les nationalistes en particulier qui montent aujourd'hui, et elles ne sont force que de nos faiblesses. Et de ce point de vue-là, il me semble qu'il y a un problème du statut de l'Europe dans la gauche radicale qui explique en grande partie le terrain qu'on est en train de perdre. Il y a une forme de fétichisation de l'Europe comme étant quelque chose d'éminemment progressiste, et là, c'est un peu contre cette idée qu'avance le livre. Alors du coup, je voudrais juste expliquer comment je me positionne par rapport à ça. D'abord, évidemment, je ne suis pas du tout sur l'idée d'un repli nationaliste. Il me semble que le souverainisme n'est qu'un mythe réactionnaire. Il n'y a pas d'avenir. L'horizon de l'émancipation n'est évidemment pas l'horizon national. Et d'ailleurs, c'est quelque chose d'inopérant à l'heure de la globalisation. Donc je détaille peut-être pas plus ici, il ne doit pas y avoir grand monde à convaincre. Deuxième espace,
c'est l'idée qu'une autre Europe serait possible, hein, une bonne Europe. Et là, il y a une version euro-keynésienne qui est assez élaborée, qui me semble être une réponse cohérente de court terme à une crise financière, mais qui est impossible dans le cadre actuel. Pourquoi ? Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Mais d'abord parce que l'Europe n'est pas un État. Un État, pour moi, c'est quoi ? Un État, c'est Poulanzas, hein, c'est un champ stratégique, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas uniquement les bandes armées de la bourgeoisie, c'est quelque chose de plus compliqué, hein, où des rapports de force ont lieu, des batailles ont lieu. C'est pas le cas pour l'Europe. L'Europe est quelque chose qui est de manière monolithique aux mains des transnationales et des intérêts financiers, et dans lequel l'ensemble de l'épaisseur du champ social n'a aucun accès. Bon. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas de stratégie véritablement possible au sens politique au niveau européen. Premier élément. Deuxième élément, plus structurel, hein, c'est qu'il n'y a pas d'expérience sociale commune au niveau européen. Hein, il y a divers régimes de lutte des classes qui n'ont rien à voir. Là encore, pour aller extrêmement vite, hein, j'ai peu de temps, donc je vais très vite, mais il y a en gros, si on prend les années 2000, il y a 3 régimes. Hein, il y a une grande défaite du prolétariat allemand, il y a une financiarisation avec un compromis financiarisé où en gros, à la périphérie, on maintient le niveau de vie, on développe un petit peu l'état social via la dette. Et à la périphérie est-européenne, on a une progression des salaires sur la base d'une intégration brutale au marché mondial. On a plus de productivité, on rentre dans les circuits du capitalisme mondial, donc on est plus efficace, ça permet d'augmenter les salaires. Ces 3 histoires qui n'ont rien à voir. Les travailleurs, spontanément, n'ont pas... Il n'y a pas d'agenda politique qui émerge spontanément de ça. Bref, pour ces diverses raisons, hein, il me semble que l'objectif d'une autre Europe est quelque chose qui est une chimère, et qui aujourd'hui est une chimère inopérante, qui empêche de dénoncer ce qu'est véritablement l'Europe aujourd'hui, c'est-à-dire un outil pour taper sur les populations. Dernier élément, hein, c'est mon idée, bon, j'emploie le terme de russe de la raison internationaliste. Alors, russe de la raison internationaliste, c'est quoi ? C'est de dire que il est hors de question de sacrifier quoi que ce soit à son internationalisme. Mais l'internationalisme émancipateur n'a pas besoin de l'internationalisme de la bourgeoisie. Il ne doit pas être à la remorque de l'internationalisme de la bourgeoisie. Je pense que ça, c'est très important. On est, en tout cas, moi je fais partie de ceux qui sont depuis Maastricht opposés à la construction européenne. Il n'y a aucun mal à dire qu'on continue à la combattre avec la même détermination et qu'on veut sa défaite. Et de ce point de vue-là, on peut même reprendre une idée de Wallerstein qui est intéressante. Wallerstein, il dit les changements d'échelle des États n'ont pas le même contenu social, de classe, selon les configurations. Parfois, des revendications indépendantistes peuvent être réactionnaires, d'autres fois elles sont progressistes. Parfois, des mécanismes d'intégration sont progressistes, d'autres fois ils sont réactionnaires. On peut pas. Là, clairement, c'est quelque chose de réactionnaire. Et de ce point de vue-là, on n'a pas besoin on ne doit pas y être détaché. Donc, je conclurai avec 3 éléments peut-être plus principiels, hein, qui sont l'abord d'une position dans le champ des débats sur l'Europe aujourd'hui. La première chose, c'est qu'évidemment, ce qui est premier, c'est un programme de réponse à la crise qui soit un programme anticapitaliste. C'est ça qui est premier, c'est ça le point de départ. Et ce point de départ de réponse à la crise anticapitaliste, à mon avis, passe par 3 questions. La première question, c'est la question de la dette, parce que c'est la plus immédiate, autour de celle-ci on peut faire beaucoup d'alliances. Et je pense que la question du moratoire, qui à mon avis a un côté empowerment, c'est-à-dire on prend conscience des processus à l'œuvre et annulation, est quelque chose d'extrêmement fécond et autour duquel il faut travailler. Deuxième dimension qui me semble très importante, c'est l'idée de socialisation de la finance. Par ailleurs, elle va de soi des socialisation de la finance. C'est l'idée de Lordon, qui est développée par Lordon. Il dit, en gros, la finance, on a besoin de finance, on a besoin de monnaie. Moi, je fais partie des gens qui pensent que la monnaie ne va pas disparaître, même si il y a un immense mouvement social et des grandes victoires politiques. Donc, il faudra faire quelque chose de la monnaie. Et ce qu'il faut faire de la monnaie, à mon sens, c'est socialiser la finance, c'est-à-dire l'enlever à la fois au privé, au profit bien évidemment, mais pas en donner un monopole à l'État, et au contraire avoir des formes de socialiser, c'est-à-dire avec les différentes parties prenantes qui contrôlent la monnaie. Troisième idée, c'est l'idée d'État employeur en dernier ressort. Et ça, c'est une idée État, ou plutôt financement de l'emploi public en dernier ressort. C'est l'idée qu'il faut que tout le monde ait le droit d'avoir un emploi aujourd'hui. Moi, je défends le droit à l'emploi. Je pense que tout le monde a droit à un emploi et que ça implique qu'on propose au salaire minimum un boulot à tout le monde. On propose un boulot à tout le monde au salaire minimum qui part des compétences que chacun a, de ce que chacun peut faire. Alors, attention, c'est pas du workfare, j'anticipe ça. Moi, je suis pas pour, en parallèle, démanteler les rudiments qui, par ailleurs, sont bien insuffisants d'assistance ou d'assurance chômage, etc. C'est pas ça mon propos, mais c'est dire que, par ailleurs, il faut donner un droit, et je pense que ça aurait des effets en chaîne, évidemment, sur les rapports de force entre travail et capital, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, ça, ce serait des éléments de programme de réponse à la crise. Ça implique, évidemment, et c'est mon deuxième principe, qu'il faut
rompre avec l'Union européenne, que ça sera pas négociable dans le cadre d'une Union européenne, même réformée. C'est tout simplement quand on arrive avec ces principes qui sont complètement opposés à l'ensemble de ce qui organise depuis le début la construction européenne, c'est même pas la peine d'aller à la table de négociation, ça n'a aucun sens. Donc je pense que le discours à la gauche radicale qui dit il faut avoir une position qui consiste à ne pas assumer la rupture mais se faire mettre dehors, est quelque chose qui est de l'ordre rhétorique et ne prépare pas politiquement ce à quoi il faut se préparer. Il faut se préparer à assumer une rupture vis-à-vis de l'Union européenne sans être sur une base nationaliste. Il faut que ça soit ça. Hein. Bon. Et du coup, il faut préparer politiquement et discuter politiquement cette chose-là. Troisième élément, et je finirai là-dessus, c'est que préparer une stratégie de ce type-là, ça peut avoir lieu en Grèce, ça peut avoir lieu en France, ça peut avoir lieu en Espagne, bon, on ne sait pas où, mais l'objectif n'est pas de se focaliser sur un pays précis, bien évidemment. On peut même avoir une stratégie à l'échelle européenne pour préparer cette rupture-là à tel ou tel endroit, mais ce type de stratégie implique de créer un événement, hein, de créer une crise. Les crises politiques sont d'abord et avant tout nationales parce que les vies politiques sont aujourd'hui d'abord et avant tout nationales. Donc il s'agit de créer une crise politique, mais une crise politique de cette ampleur-là est quelque chose qui change de période, qui change la période, qui a des effets évidemment de diffusion tout à fait importants. Hein. Et donc c'est dans ce sens-là que c'est une ruse de la raison internationaliste. C'est que la crise politique aura et a pour objectif une forme de contamination, de nouer d'autres alliances à l'échelle internationale, d'envisager d'autres formes de dépassement du cadre national, mais d'une certaine façon, malheureusement, l'échelle transnationale pour créer une crise politique et augurer une forme de rupture avec le capitalisme est une échelle inopérante, donc on travaille avec ce qu'on a. Je vous remercie. Alors, bonsoir. Moi aussi, je remercie les organisateurs, surtout parce qu'il me semble une bonne occasion de discuter en même temps d'une proposition concrète, comme de sortir de l'euro, et quand même, à cette occasion-là, de faire également un discours théorique plus large. Donc, de combiner un peu peut-être l'approche plus restreinte avec une thématique plus vaste. Alors, évidemment, je suis d'accord avec tous les côtés négatifs de l'analyse de l'Union européenne et de la monnaie de l'euro et de ses effets. Évidemment, je suis loin de moi de vouloir défendre la construction de l'Union européenne ou l'introduction de l'euro. Ces effets négatifs, surtout sur le sud de l'Europe, sont bien connus. D'ailleurs, je viens de déjeuner avec des amis grecs qui me racontent que l'atmosphère en Grèce cette année est beaucoup pire que ce que j'avais connu l'année dernière en Grèce, qui n'était pas déjà très agréable. Donc évidemment, je suis absolument d'accord avec le fait que la construction, ce qu'on appelle la construction européenne, a énormément fait empirer les conditions de vie d'une bonne partie des Européennes, surtout dans le sud de l'Europe, mais pas seulement, même dans les pays qu'on dirige. Mais avant donc de passer aux questions stratégiques, aux questions comment y réagir, il faut quand même d'abord comprendre ce qui nous arrive et quelle est la nature de la crise que la société est en train de traverser. Et donc de ce côté-là, je conteste quand même fortement donc l'essentiel de cette analyse. Mais autant que la proposition de sortir de l'euro et de rétablir, ce ne voulait pas la souveraineté, donc une forme d'autonomie sociale comme une espèce de première pas. Je pense que cette analyse est absolument insuffisante. Et surtout, cette analyse ne va pas aux racines du problème. Donc, elle ne va pas aux racines du problème, donc c'est parce qu'une certaine manière, elle n'est pas assez radicale. Et donc, un discours comme cette proposition de sortir de l'euro peut passer par radical, évidemment, aux yeux d'une élue socialiste moyenne, je pense en vérité. Et si on les regarde du point de vue d'une critique de fondement, de basement de la société capitaliste, elle ne porte pas très loin, essentiellement parce que ce genre de critique prend le symptôme pour la cause. Elle confond le symptôme avec la cause de la crise du capitalisme. Essentiellement, j'ai aussi lu le livre que vous avez rassemblé. Avec d'autres, c'est évidemment, il y a beaucoup d'analyses concrètes, mais même assez importantes, c'est toujours précieux. Mais cela fait partie d'un discours assez vaste et qui actuellement a beaucoup de succès, surtout dans la gauche et dans la gauche radicale, mais qui reste essentiellement un discours néo-keynésien.
Ce discours peut aussi s'appeler anticapitaliste. Il y a aussi évidemment une partie en France qui s'appelle fièrement parti anticapitaliste. Mais en vérité, donc moi je l'avais un peu polémiqué, moi je dis il devait plutôt s'appeler altercapitaliste, comme l'alterglobalisation. Donc cette critique prétendue du capitalisme reste essentiellement une critique de la seule phase néolibérale du capitalisme. Donc c'est une critique qui essentiellement se limite à mettre en lumière donc les ravages qui ont été faits pendant les dernières 30 années par les politiques néolibérales et qui proposent pratiquement, qui identifie en plus le capitalisme avec cette seule phase néolibérale et qui propose pratiquement de revenir aux recettes keynésiennes et donc pratiquement de revenir aux années 60. Donc cela est souvent présenté comme une espèce de rêve. Alors, selon moi, c'est là le problème. D'abord, cette société des années 60, aujourd'hui, on le voit souvent presque glorifiée dans certains milieux, avec son emploi stable, avec absence de chômage, état social garanti, etc. Mais d'abord, rappelons-nous quand même qu'une des plus grandes explosions sociales et mondiales dans l'histoire du XXe siècle, le 68 mondial, était exactement dirigé contre ce monde étouffant qui était le monde keynésien-fordiste. Et où évidemment, de certaine manière, donc tout le monde se trouvait dans une carcan déjà complètement réglée par le capitalisme de l'époque. Évidemment, la phase néolibérale a encore ajouté d'autres mots aux mots de cette société-là, mais ce n'est pas une raison pour désirer simplement de revenir au mal mineur, au mal plus petit. Mais ce n'est même pas l'essentiel. L'essentiel, et là, pour moi, comme pour toute la critique de la valeur, donc je résume un peu les argumentations, c'est de dire que ce retour en arrière est rigoureusement impossible. Le impossible parce qu'elle ne tient pas du tout compte de la dynamique réelle du capitalisme, de sa tendance historique au développement de ses fondements. Et donc, elle attribue essentiellement l'histoire du capitalisme à une espèce de lutte entre les classes, des alliances différentes, des actions des acteurs. Donc parfois alors ce serait plutôt le peuple ou les salariés ou le prolétariat ou la gauche, comme vous les appelez, qui réussissent à prévaloir grâce à une stratégie plus adéquate. De l'autre côté, à partir de la fin des années 70, et c'était plutôt donc la fraction la plus rapace et la plus avide du capitalisme qui aurait réussi à avoir le devant, à prendre le timon. Et maintenant, il faudrait alors une action politique pour repousser l'ennemi en arrière et réussir au moins à retourner à cette espèce de compromis de classe de l'après-guerre. Je pense que je ne caricature que légèrement, donc en général, il y a cette idée. Il y a évidemment un côté moins sérieux que la version vraiment conspirationniste, mais quand même, il me semble que même des approches plus sérieuses, comme les économistes atterrés et beaucoup de personnes autour d'Attac, etc., restent essentiellement sur cette idée que l'abandon des politiques keynésiennes était dû à une espèce d'action politique faite d'une partie du capitalisme qu'on pourrait simplement battre en brèche pour certainement revenir en arrière. Et donc nous trouvons ce genre d'analyse à la base de toute la critique unilatérale de la finance qui aujourd'hui prévaut très largement dans tous les milieux de contestation. En vérité, presque tout ce que nous avons vu comme Occupy, comme Indignados, etc., est en général une critique de la mainmise de la finance sur l'économie, qui en général, avec différents accents, prend de la défense des honnêtes travailleurs et honnêtes épargnants contre la rapacité des spéculateurs, des banquiers, des financiers malhonnêtes qui auraient justement, comme vous avez dit, qui sont des prédateurs qui réussissent avec la ruse, avec la complicité des hommes politiques corrompus à mettre le main pratiquement sur ce que la société dans son ensemble a produit. Et alors, si je rejette cette analyse pour dire que la crise du capitalisme a des racines beaucoup plus profondes et donc nécessite aussi une analyse plus radicale, alors ce n'est pas pour une goût d'être les plus extrémistes ou les plus radicaux. Donc il ne s'agit pas maintenant de faire le vieux jeu de voir qui est le plus radical.
Et pour opposer aux radicaux, de dire oui, votre discours théoriquement peut-être juste, mais il faut quand même tenir compte des réalités immédiates. Il y a une misère qui grandit, il faut trouver des réponses immédiates. Et moi, je dis que ce genre de recettes, maintenant je dis appelées néo-keynésiennes, en vérité, sont rigoureusement utopistes, au mauvais sens du terme, parce qu'ils sont absolument irréalistes. On ne peut pas simplement revenir en arrière dans le développement du capitalisme. La seule possibilité, c'est de sortir de la crise du capitalisme en avant, en dépassant les catégories de base du capitalisme qui, comme déjà Marx nous l'a démontré, sont surtout donc le travail abstrait, la valeur que ce travail crée et l'argent dans lequel la valeur se représente, et donc la valeur qui est la valeur d'une marchandise. Donc, évidemment, on ne va pas en sortir d'une société qui est basée depuis 250 ans dans certains pays, qui est basée sur ces catégories. On ne va pas en sortir d'un jour à l'autre, mais quand même, ça reste la seule tâche historique possible. De revenir en arrière à d'autres étapes du développement de ces catégories, de la marchandise, de la valeur, de l'argent et du travail abstrait n'est ni souhaitable ni possible. Essentiellement, pour le dire vraiment très, très brièvement, et c'est parce que la valeur donc d'une marchandise, évidemment, ne réside pas dans son utilité réelle, elle réside essentiellement dans la valeur qui a été créée pour le travail qui a été dépensé par sa création. Ce que Marx appelle le travail abstrait, donc le travail réduit à sa seule durée, à sa seule quantité. Donc la richesse dans la logique capitaliste, la richesse n'est jamais une richesse concrète, ce n'est jamais ce qu'on peut vraiment faire avec une marchandise. Ce qui intéresse, c'est la quantité de travail et donc aussi de surtravail et de profit qui est contenu dans une marchandise et qui est mesurée par l'argent. C'est la seule forme de richesse, cette richesse purement abstraite qui connaît le capitalisme. En effet, la production capitaliste a ce seul but de transformer 100 euros en 150 euros, après en 200 euros, etc. Si cela n'arrive pas, tout le processus est inutile. Et au-delà de toute considération sur l'utilité ou nocivité des produits, si le produit diminue ou pas, ce ne compte pas. La seule chose, c'est l'augmentation de l'argent qui, en dernière analyse, n'est possible soit par un réel travail réel et réellement effectué, soit, et là c'est vraiment important pour nous aujourd'hui, par une simulation de ces processus à travers le capital fictif. Et donc aujourd'hui, ce que nous vivons, donc c'est plutôt la fin historique de la valeur, de l'argent, du travail abstrait et de la marchandise. Donc ce n'est pas quelque chose de souhaitable pour le futur, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Et là aussi, pour être extrêmement synthétique, le problème c'est que il n'y a que le travail qui crée la marchandise, donc plus il y a de travail utilisé, plus il y a de la valeur, mais la société capitaliste est nécessairement une société où il y a une compétition pour la productivité, et plus on utilise des technologies, moins on utilise du travail. Ce qui fait que chaque capital particulier utilise le plus de technologies possible en obtenant une extra gain momentanée qui le fait se imposer dans la concurrence, mais c'est la masse des valeurs totales du système qui peu à peu chute à travers l'utilisation des technologies. Donc cela est un problème qui n'a été insuffisamment pris en compte par les marxistes avec le concept de la chute du taux de profit. En vérité, à long terme, c'est un processus qui a duré 2 secondes, ce n'est pas seulement le taux de profit de plus-value, mais c'est la masse de plus-value en total qui chute. Parce que c'est la valeur, donc c'est le travail vivant qui diminue. On peut, si vous voulez, en revenir après à la discussion. Donc ça veut dire que le capitalisme est pris en vérité dans un processus structurel de crise qui en vérité n'est pas quelque chose qui est arrivé dans un deuxième moment, mais qui fait déjà partie de sa logique de base, mais qui pendant très longtemps, même pendant 2 siècles, cette baisse de la quantité de la valeur contenue dans chaque marchandise particulière a été compensée et même surcompensée par une augmentation totale de la production. Et donc ça veut dire que chaque produit contient moins de valeur et donc des profits, mais la masse des produits augmente, il y a une masse aussi de profits qui augmente. Et donc, donc le développement technologique ne s'est jamais arrêté. On peut dire grosso modo qu'à partir des années 70,
le développement technique a pris une telle vitesse qu'il était plus possible de le compenser avec une augmentation de la production. Donc la dernière fois que cette espèce de miracle où le capitalisme dépasse soi-même a réussi avait été avec la production d'automobiles dans l'époque justement qu'on appelle Fordiste. À partir des années 70, les gains de productivité ont pratiquement annulé les possibilités de profit dans le capitalisme. Et c'est à partir de ce moment-là que nous vivons l'explosion de la finance. Donc la finance est essentiellement un symptôme de la crise du capitalisme. Elle n'est pas la cause, elle n'est pas due à une rapacité particulière des banquiers, même si évidemment cela peut s'ajouter, mais ce n'est pas l'essentiel. C'est pratiquement le manque de rentabilité dans la production réelle, connue en termes techniques aussi comme suraccumulation du capital, pousse pratiquement à pousser à cette multiplication et de l'argent qui est créé pratiquement ex nihil dans la seule sphère financière. Et donc c'est là, donc la financiarisation n'est pas du tout une signe de la force du capital, mais au contraire c'est une signe de sa faiblesse extrême. Donc la financiarisation est pratiquement peut être considérée comme une fuite en avant du capital qui autrement pratiquement se serait déjà arrêté pour un manque de rentabilité. Donc toutes les politiques néolibérales, essentiellement, et ensuite la création, l'intensification de l'intégration européenne et la création de l'euro, font effectivement partie de cette fuite en avant. Si après les protagonistes, les politiciens et les économistes même sont conscients ou pas de ce processus, ce n'est pas très important. Donc c'est quelque chose qui se passe objectivement, donc qui s'impose. Et donc ce n'est pas un hasard si des gouvernements de droite ont appliqué des politiques nettement keynésiennes encore dans les années 70, lorsque même le président Nixon, par exemple aux États-Unis, appliquait un contrôle des prix et des salaires qui aujourd'hui serait considéré bolchevique. On dit qu'aujourd'hui, même des gouvernements qui se prétendent de gauche finissent toujours inévitablement par appliquer les politiques néolibérales. Donc ce n'est pas une question de la bonne volonté, de la volonté politique, mais pratiquement aujourd'hui, le capitalisme, où il marche de cette manière-là, où il ne marche plus du tout. Parce qu'aujourd'hui, le profit dans la sphère réelle, dans la valorisation de la valeur à travers une utilisation réelle de la force de travail vivant, est tellement réduite, donc pratiquement que la très grande majorité aujourd'hui du profit et donc finalement aussi de recettes de l'État ne dérivent que de leur simulation dans la sphère financière. Donc sans la sphère financière, probablement le capitalisme se serait déjà écroulé depuis belle lurette, donc ensemble avec tous ces salaires et avec toute sa démocratie. Et je vais accélérer un peu. Donc ça veut donc aussi dire donc même l'introduction de l'euro comme le endettement de l'État, donc chaque étape produit avec une espèce de nécessité l'étape suivante et les décisions politiques pratiquement ne font pratiquement d'une certaine manière qu'exécuter ce que le sujet automate, en termes de maths, de la valorisation de la valeur pratiquement impose à faire. À l'intérieur de cette construction européenne, il me semble fonctionner un peu presque comique de se plaindre d'un déficit, d'un déni de démocratie dans les institutions européennes. Je pense qu'aucune institution moderne n'a jamais été créée pour donner un pouvoir au peuple. Donc c'est un a priori. Et donc je pense que personne, évidemment au-delà de la rhétorique, aucune construction de l'Europe n'a jamais vraiment, comme aucun homme ou femme politique, au moins dans les deux derniers siècles, n'a jamais imaginé de faire participer les autres décisions. Si on a dit alors que l'État c'est l'instrument de la bourgeoisie, du capitalisme, c'est quand même en même temps c'est encore trop court. En vérité, disons en termes plus objectifs, que l'État moderne existe essentiellement comme le garant de la valorisation de la valeur. Donc que le fonctionnaire de l'État finalement sont choisis aussi sur la base de la capacité de garantir cette valorisation. Alors, l'euro essentiellement a été introduit pour continuer la simulation et surtout pour permettre donc essentiellement à la sphère européenne d'attirer assez de capitaux. Donc, à partir des années 80, donc les États pratiquement ne réussissent plus à se financer autrement qu'en cherchant massivement des capitaux sur
marchés internationaux. Donc c'était les États-Unis qui avaient, à l'époque de Reagan, avaient donné les bons ou les mauvais exemples, en poussant tous les autres États à faire de même. Mais là aussi, ce n'était pas une conspiration pour voler le salaire. Là aussi, c'est essentiellement le fait que simplement la machine de la valorisation était devenue trop faible pour permettre, par exemple, aux États de continuer encore à se financer à travers des impôts réguliers. Donc pour les États, c'est devenu une question vitale de se servir sur le marché financier. Donc l'euro a servi à ça. Et là, il faut aussi dire que si les États les plus faibles, comme la Grèce ou le Portugal, ont participé à l'euro, donc là aussi, ce n'était pas seulement parce qu'ils se sont fait, disons que pratiquement, on dit, bernés par le capital allemand ou parce qu'ils se sont fait corrompre. Là aussi, au début, l'euro a grandement profité, même à la périphérie européenne, parce qu'il a permis à eux de continuer à financer leurs dettes, ce qui n'aurait jamais été possible, par exemple, avec la drachme. Donc, il avait, au début des années 2000, il pouvait profiter de taux d'intérêt historiques extrêmement bas, donc ce qui a porté à un flux de capitaux énormes dans ces pays-là, qui à ce moment-là, donc moi je l'avais vu en Grèce avec mes propres yeux, que personne n'imaginait à ce moment-là de mettre en doute, ou presque, donc tout le monde, donc même dans les couches populaires, était assez content de cette mana capitaliste. Là aussi, ça me semble un peu une faiblesse aussi d'opposer le mauvais capitaliste ou le mauvais gouvernement au bon peuple, toujours berné. Donc il y avait là aussi un large accord là, jusqu'à ce que le capital fictif arrivait. Et dans d'autres contextes, par exemple en Allemagne, je suis comme d'origine allemand, je peux dire que souvent le peuple, dans sa moyenne, est pire que le gouvernement. Par exemple, les souffrances de la Grèce sont pas tellement, je pense, vraiment dues au gouvernement allemand, parce qu'il sait très bien que la Grèce vraiment ne pèse pas très lourd dans la logique européenne, mais essentiellement aussi donc, à toute la démagogie entretenue, par exemple en Allemagne, pour des journaux populaires comme Bild, contre les Grecs paresseux qui pousse évidemment que le gouvernement a demandé toujours plus imposer toujours plus d'austérité aux Grecs. Donc pendant quelques années, même la périphérie européenne a profité des taux d'intérêt. On peut dire que ce n'était pas du tout une stratégie à long terme, que ce n'était qu'une solution pour quelques années, mais évidemment tous, je ne vois pas aucune stratégie diabolique en long terme dans la construction européenne. Comme tous dans le monde capitaliste actuel, il n'a même pas un moyen terme. Je pense que même les décideurs, donc ils peuvent, parfois ils admettent eux-mêmes, donc ils ne réussissent pas à penser au-delà peut-être de l'année prochaine. Et donc de même que les entreprises sont évidemment gérées toujours en vue de la prochaine assemblée des actionnaires et évidemment de la distribution de profits. Donc on ne peut pas retourner vers le stade précédent de la trajectoire historique du capital, parce que ce n'est pas une question de bonne et de mauvaise volonté, mais il y a une dynamique historique qui réside dans ces modes de production même et surtout dans son imbriquement entre structures technologiques et production des valeurs. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais si on reste sur le terrain de la valeur, du travail abstrait, donc si on continue aussi à raisonner en termes de chômage, en termes de monnaie, etc., aucun autre choix n'était possible. Donc, de certaine manière, si on veut le paquet capitaliste, on doit le prendre dans cette forme actuelle. On veut dire, au sortir de la monnaie, du travail abstrait, etc., n'est pas un programme abstrait, parce que en vérité c'est déjà quelque chose qui déjà arrive tous les jours, parce que déjà on peut même en termes empiriques plus ou moins démontrer qu'au moins 80% de l'argent qui circule est de l'argent fictif, de l'argent qui n'est pas du tout la représentation d'un travail effectué. Donc grande partie de l'argent est déjà sans valeur et donc abolie. De même, c'est la société du travail qui abolit pratiquement le travail. Donc en vérité, pour les forces d'opposition, il ne s'agit pas d'imaginer des projets comment un jour sortir du travail et de la monnaie, mais plutôt de prendre acte du fait que le capitalisme même a rendu pratiquement ces catégories obsolètes et comment réagir, comment faire que la sortie de ces catégories soit une sortie émancipatrice et non une sortie vers le chaos et vers la barbarie. De toute manière, le démon de la globalisation ne le sera pas rechassé dans la bouteille.
Et donc même un abandon de l'euro n'est pas impossible, parce que paradoxalement, c'est justement en Allemagne qui, donc on dit qu'elle a profité le plus de l'euro, c'est aussi là qu'il y a le plus de résistance et le plus de poussée pour la sortie. Donc je ne donne pas pour impossible, mais cela ne portera aucunement à une souveraineté, une autonomie nationale. Parce qu'à l'époque du capital financier, chaque État va dépendre totalement des marchés internationaux financiers pour acheter sa dette, et si on doit le faire en francs ou en drachmes, ce serait, vu en termes capitalistes, ce serait encore pire. Donc la globalisation du capitalisme, évidemment, peut peut-être être abolie en tant que telle, mais on ne peut pas s'imaginer aujourd'hui de revenir d'une espèce d'autonomie nationale. Et en Italie, maintenant, pratiquement toute décision politique est mesurée immédiatement en termes du spread, comme on dit donc en bon italien, c'est-à-dire de la divergence entre le taux d'emprunt des Allemands et des Italiens. Et pratiquement cela est mesuré plusieurs fois par jour, et pratiquement toute élection en Italie, toute décision du gouvernement est immédiatement comme une espèce de thermomètre mesuré en termes de spread. Berlusconi est tombé pas sur ces scandales parce que le spread était devenu insoutenable. Et donc, qu'on sort de l'euro ou pas, ça ne va rien changer à cette dépendance totale de l'économie capitaliste et donc aussi de l'État capitaliste par rapport à la simulation de la valeur dans les marchés financiers. Ça veut aussi dire qu'il y a une de nombreuses raisons pourquoi ce ne sert pas l'État à pouvoir limiter les marchés. L'État n'est pas le contraire du marché, l'État est le garant et en même temps le garant subordonné de la valorisation de la valeur du système capitaliste. Il n'est pas une instance neutre qu'on pourrait investir dans une espèce de volonté populaire pour réussir à domestiquer la bête capitaliste. Donc, dernière remarque, donc, en même temps, cette volonté de revenir à une espèce d'espace national est évoquée maintenant souvent à droite et à gauche, évidemment avec beaucoup de distinctions. En même temps, ce discours ne me semble pas innocent, parce qu'il ne me semble pas une première pas dans la bonne direction, au contraire. Il fait partie d'une espèce de onde croissante du populisme qui s'en prend ou aux spéculateurs ou aux bureaucrates, mais toujours pour sauver la logique fétichiste du capital elle-même, en donnant pratiquement seulement toute la faute à un groupe de personnes distinctes, à leur stratégie, à leur mauvaise volonté, etc., en espérant toujours, ce populisme, certainement, espère toujours de sauver l'essentiel, donc de sauver, donc fait quand même le travail, l'argent et les valeurs. Finalement, donc, le capital national, on l'a vu très souvent, n'est nullement plus social ou plus raisonnable que le capital globalisé. Il n'est nullement plus capable de faire, même pas de faire de concessions aux classes laborieuses, etc. Mais quand même évoquer même cette possibilité me semble dangereux parce que finalement on prépare des unions sacrées, donc au nom de la défense d'un espace national où donc le bon capital national devrait pratiquement collaborer avec les salariés raisonnables pour défendre la position du pays en question sur les marchés nationaux. Mais je ne vous attribue pas maintenant cette volonté, mais je pense que ce discours de souverainiste de gauche peut finalement se retrouver, malgré ses bonnes intentions, dans une courant beaucoup plus large qui est déjà en train de se créer. Je crains une mouvance, une mentalité qui finalement dépassera vraiment le clivage droite-gauche au nom d'une critique unilatérale de la finance ou éventuellement de l'Union européenne qui pratiquement ne veut revenir d'un capitalisme sain, mais qui risque finalement en vérité d'être pratiquement l'accompagnement d'un glissement vers ce qui reste beaucoup plus probable, c'est-à-dire l'évolution vers un capitalisme du chaos, vers une dissolution et vers l'anomie. Ouais, excusez-moi, si je dépasse mon temps. Donc, ce qu'on va faire, évidemment, on va pas. Le temps d'intervention n'a pas été le même, mais on va pas non plus. Voilà, comme c'est un échange aussi, on va pas être trop sourcilleux sur le temps. L'essentiel, c'est qu'il y ait un échange, et donc je te propose de réagir.
Merci beaucoup. Et ensuite, éventuellement, réagir, mais beaucoup moins. Et ensuite... Je ne veux pas être réactionnaire. Et ensuite, la parole sera donnée à la salle, évidemment. Merci beaucoup pour ces commentaires. Alors, évidemment, il y a une difficulté, puisque quand même, une bonne moitié des commentaires ne portent pas du tout sur l'enjeu du livre, et je peux partager une bonne part de tout ce qui a été dit sur le procès de valorisation du capital, son évolution historique de long terme, la crise dans laquelle il se situe aujourd'hui. En tout cas, je ne pense pas que ce soit raisonnable de s'engager sur une discussion sérieuse là-dessus. Non, moi je voudrais évoquer 3 points dans ce qui a été évoqué, trois manières d'être en désaccord. D'abord une manière sur la façon de discuter, sur ce que j'appellerais des procès d'intention, que je vais préciser. Deuxièmement, ce que j'appellerais des erreurs. Il me semble qu'il y a des erreurs factuelles et d'analyse dans votre propos. Et troisièmement, des problèmes plus politiques. Alors sur les procès d'intention, c'est quand même très facile d'expliquer qu'on veut revenir aux Trente Glorieuses et qu'on veut un nouveau keynésianisme, alors que le bouquin spécifiquement explicite que notamment la proposition d'emploi en dernier ressort est une proposition contre la relance keynésienne et pour une sortie de la croissance, que typiquement l'objectif c'est justement pas d'augmenter les gains de productivité, d'augmenter le stock de capital, mais c'est de sortir de la croissance, que la dimension... que l'idée que le capital national peut être absolument pas un allié est aussi quelque chose d'extrêmement clair dans le livre, et en particulier, alors que c'est un élément clé des compromis keynésiens qui peuvent exister. Donc de ce point de vue-là, je ne dis pas qu'il n'y a pas des secteurs qui le défendent. Allez voir M. Sterdignac, il vous expliquera ça extrêmement bien, il le fait de manière brillante, mais c'est pas mon point de vue. Donc attention de ne pas avoir de faux débats, parce que cliver la majorité de la discussion sur un point de clivage qui n'en est pas, c'est pas une manière d'avancer dans les discussions. Je pense pas que ce soit constructif politiquement. Deuxième point, sur la financiarisation. C'est un peu la même chose, même si c'est moins le centre de l'ouvrage, mais en tout cas, je suis d'accord avec vous sur un point. La finance n'est pas une cause, la finance est un symptôme. La finance est un symptôme de la grande fatigue du capitalisme. C'est pas seulement ça. C'est pas seulement ça. Je suis d'accord avec vous sur la place qu'on donne au capital fictif, qui est une place tout à fait dominante. Je suis en train de travailler là sur un prochain ouvrage sur la financiarisation. On voit effectivement augmenter la part de la dette, le poids de la dette de manière absolument considérable. J'ai des graphes ici qui vous montrent le niveau en pourcent du PIB dans les grands pays, comment augmente la dette depuis les années 70. On voit bien que c'est sans commune mesure avec l'augmentation du PIB. Donc il y a bien une dimension fictive, je partage tout à fait ce point de vue-là. C'est pas seulement ça, pourquoi ? Parce qu'il y a également une dimension prédatrice, c'est-à-dire post-capitaliste, différente du capitalisme de la finance, qui se développe peut-être moins en France que dans les pays anglo-saxons ou dans une certaine mesure dans les pays de la périphérie, mais qui équivaut à l'ensemble des frais financiers, de la financiarisation du logement, de l'éducation, qui fait que une part croissante des revenus de la population sont une forme d'exploitation, non pas au cours du processus du travail, mais au cours directement après le salaire, sur le revenu disponible après le salaire. Et ça, c'est quelque chose de nouveau, qui a un poids qui n'avait pas dans le capitalisme, dans la période récente, en tous les cas, à ce point-là. Et ça mérite d'être analysé précisément. Troisième élément, toujours sur la financiarisation, c'est aussi des éléments de compromis sociaux, d'achat du consentement. Et là encore, si on voit l'endettement à la périphérie ou l'endettement aux États-Unis, ce sont des éléments qui ont permis de pallier à la stagnation des salaires et qui font qu'effectivement le niveau de vie ne s'est pas effondré. Donc voilà pour les points qui, à mon avis, sont des points pas nécessairement de désaccord, mais en tous les cas, on ne peut pas mener des attaques frontales sur des points qui ne sont pas a priori des points de désaccord. Deuxième point sur les erreurs. Première erreur qui me semble quand même assez simple et que tout le monde peut comprendre ici, évidemment, je suis d'accord avec vous, la valeur vient du travail. Mais à l'échelle mondiale, il n'y a jamais eu autant d'heures travaillées qu'il n'y en a aujourd'hui. Donc la masse totale de valeur ne diminue pas, elle ralentit, et c'est un syndrome de crise majeure, elle ne diminue pas. Et on peut même dire que la crise a été très largement retardée par la finance, je suis d'accord avec vous sur le rôle de la finance. Juste un point là-dessus, le mécanisme il est très simple du capital fictif, c'est qu'en gros il y a deux personnes qui comptent sur l'argent. Il y en a un qui a tout de suite l'argent qui vient d'emprunter, et il y a l'autre qui a le titre qui considère comme du capital qui peut mobiliser et d'ailleurs qui peut échanger sur les marchés financiers. Donc si vous voulez, avec le même euro, vous en faites deux. Évidemment, c'est quelque chose qui permet de décaler les contradictions dans le temps. Donc ça, c'est un mécanisme important. Mais il y a un autre mécanisme qui a joué un rôle majeur dans limiter la crise dans la dernière période, c'est évidemment la mondialisation et la libéralisation de millions et de millions d'heures de travail dans les pays du Sud qui sont intégrés au processus de valorisation du capital. C'est la forme d'accumulation primitive qui a eu lieu dans les régions post-socialistes avec la chute des régimes soviétiques. Ça joue un rôle majeur. Et ça, cette espèce de fixe au sens anglo-saxon, cette espèce de pansement qui a contenu temporairement les contradictions, ça y est, c'est fini. Ils sont dans le circuit de valorisation du capital aujourd'hui. Et donc là, il y a une limite. Donc il me semble qu'il est erroné, profondément erroné, de prétendre que la quantité de valeur créée diminue. La quantité de valeur créée ne diminue pas, elle ralentit. C'est un point important. Autre élément, évidemment,
que les gouvernements voient à court terme prendre des décisions au jour le jour, que les entreprises prennent des décisions au jour le jour. Mais également, c'est faux. C'est faux, objectivement, sociologiquement faux. Il faut regarder ce qui se passe dans les entreprises, où évidemment, il y a des plans de valorisation à long terme qui sont faits, où il y a des gens qui réfléchissent sur quel vont être leur marché dans 10, 20, 30, 40, etc. C'est évident dans une série de secteurs où, tout simplement, pour développer aujourd'hui une voiture, il faut de l'ordre de 10 ans. Donc, à un moment où on prend la décision d'investissement, au moment où l'argent arrive, il y a un décalage dans le temps. Vous prenez les décisions politiques, c'est la même chose. L'Union européenne, par exemple, mais bien d'autres, investissent dans des processus de décision, de préparation à la décision qui orientent vers le long terme. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une tyrannie du court terme. Je ne suis pas en train de nier le fait que, évidemment, ils sont rivés sur les échéances de court terme. Mais ce n'est pas vrai qu'il y a aussi une pensée dans le long terme qui a des effets. Et par exemple, si on prend la fabrique du capitalisme global, de la mondialisation, je vous invite à regarder le travail tout à fait remarquable de Panic et Gindins, qui montre comment ce projet de marché financier globalisé, libéralisé, est un projet qui est né dès les années 40 et dont on peut tracer les évolutions pas à pas. Ce n'était pas quelque chose de fermé, ce n'était pas ficelé, mais en tous les cas, l'idée était là, elle avait été pensée, elle a été ajustée. Et cette vision de long terme est aussi ce qui fait la force de la bourgeoisie, de la domination du capital. Donc on ne peut pas dire qu'ils réfléchissent immédiatement. Bon. Troisième élément, problème politique. Je pense que votre position est une forme de négation de la politique. Une forme de négation de la politique qui, d'une certaine façon, oppose deux choses complètement... il y a une espèce de no-gap entre une objectivation du système dans lequel on ne peut rien faire, sur lequel on ne peut pas intervenir. C'est le procès de la valorisation du capital en elle-même, sur lequel on ne peut pas agir. Donc, du coup, aucun espace de discussion. Et par ailleurs, le politique est cantonné à de toute façon aucune décision qui peut être prise, puisque de toute façon, il y aura la sanction des marchés financiers. C'est l'exemple que vous preniez. Il n'y a pas d'autre choix que d'emprunter les marchés financiers. Mais là encore, il me semble que on ne peut pas avoir un oblige de cette façon-là. Les sujets politiques existent, les acteurs collectifs se mobilisent, ils mettent en place des stratégies. Ces stratégies comptent sur l'histoire. En tout cas, moi, je fais partie de ceux qui pensent que les subjectivités comptent. Et je pense que le travail politique, c'est aussi un travail autour d'organisation des subjectivités, de les mobiliser, de leur permettre de peser sur ce qui se passe, sur les processus. Je ne pense pas que le procès objectif soit le tout du processus. Donc, ce point est important parce que si on suit votre ligne de raisonnement, qui peut avoir son charme, si on suit votre ligne de raisonnement, franchement, on n'a rien d'autre à faire que s'asseoir. On n'a rien d'autre à faire que s'asseoir. On n'a rien d'autre à faire que s'asseoir, ou alors aller faire des choses avec ses voisins, éventuellement pour créer un peu. Mais non, entre les deux, il existe quelque chose, c'est un champ qui s'appelle la politique. La politique implique de changer, de faire en sorte que le cours de l'histoire est un cours ouvert. La fin du capitalisme n'est pas donnée, elle est ouverte et elle passera par des batailles politiques. Alors, je vais tenter de répondre très rapidement cette fois-ci. Et alors, procès aux intentions. Je tente toujours de voir les logiques objectives et pas seulement les intentions des auteurs. Comme je dis, comme l'instauration du régime néolibéral n'était pas le fruit de la réflexion de quelques économistes, mais le fait que un certain développement historique a permis à des théories qui justement ont été développées déjà dans les années 30 et 40, par exemple par Van Hayek et autres, ont pu être transformées en réalité beaucoup plus tard lorsqu'il y avait une certaine configuration historique qui le permettait. Donc je suis absolument, même une personne comme Bourdieu, si j'ai bien compris les écrits de Bourdieu, il propose sérieusement que par exemple cette société du monde pèlerin pratiquement a fait une espèce de travail de sapédon des décennies jusqu'au moment où ils ont pratiquement réussi à se emparer de tous les postes clés dans les universités, dans les institutions, pour après réaliser leur politique. Moi je trouve là on n'est vraiment pas très loin de théories conspirationnistes. En vérité, ce qui est arrivé, il y avait la crise de la valorisation dans les années 70 avait pratiquement fait de manière que tout le recette keynésien ne marche plus du tout, qu'on était pris dans une double spirale de stagnation et d'inflation. Et c'est à ce moment-là, les théories monétaristes néolibéraux qui circulaient depuis 30 ans ont finalement pu être plus appliquées. Alors après, encore plus rapidement, parce que c'est peut-être la chose la plus importante, est-ce qu'il y a une diminution de la valeur ou pas? Alors, le fait c'est sûr qu'on travaille peut-être plus d'heures dans l'année que jamais avant dans l'histoire, et qu'il y a une exploitation de la force de travail épouvantable, surtout en Asie,
Ça ne veut rien dire sur la quantité des valeurs, parce que la quantité des valeurs dépend du niveau de productivité. Et presque toujours dans ces pays-là, ils doivent compenser leur faible niveau de technologie, donc avec un usage massif de la force de travail. Mais et comme les dimanches, donc ce n'est pas l'heure de travail réellement travaillée qui compte, mais évidemment l'heure moyenne, et donc une heure pratiquement de quelqu'un qui est au Pakistan, d'un garçon qui avec sa machine à coudre fait une chemise, une heure de son travail, malheureusement, ne vaut peut-être que 5 minutes de travail au niveau mondial. Donc la masse des valeurs est infiniment plus petite de ce qui pourrait faire croire à d'une première vue, donc la simple quantité de travailleurs. Et voilà pourquoi il n'y a pas eu une accumulation originaire nouvelle dans l'ex-Union soviétique ou en Chine. On a simplement eu un développement très ponctuel et limité de certains secteurs, en général basé ou sur une exploitation extrême donc d'une force de travail qui crée peu de valeur, ou dans d'autres cas dans des transferts d'entreprises occidentales. Mais cela, ça n'a rien à voir avec une absorption massive d'une force de travail qui en même temps crée un pouvoir d'achat suffisant, par exemple pour acheter ce produit comme c'était le cas en Europe au XIXe siècle. Dernière observation sur la politique. Non, la crise du capitalisme ne signifie pas du tout qu'on va s'asseoir et voir ce qui arrive. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de possibilité d'une amélioration de choses à l'intérieur du système donné de l'argent et de la valeur du travail abstrait et de l'État. Longtemps, lorsque le capitalisme était encore dans une phase ascendante, il restait un certain espace de négociation, de redistribution, et voilà pourquoi, aussi pendant le 30 glorieuse, par exemple, on a pu eu un certain consensus social parce que le capitalisme pouvait concéder de hauts salaires et quand même en même temps encore réaliser des gros profits. Aujourd'hui, pratiquement, il n'existe plus nulle part cette possibilité. Donc, c'est tout le gâteau qui est devenu plus petit. Donc, ça veut dire que la politique traditionnelle, dans le sens d'une espèce de rééquilibrage de la distribution de la torte capitaliste entre les différents facteurs de production, donc c'est-à-dire entre le salarié et le propriétaire du capital, aujourd'hui n'est pratiquement plus possible. Aujourd'hui, donc la lutte doit être portée sur un autre niveau, donc c'est-à-dire sur une appropriation directe des ressources qui sont plus que suffisantes, une appropriation directe de ressources qui ne passe plus par cette médiation fétichiste qui est sa transformation en argent et en valeur. Donc la société doit arriver à peine de disparaître, arriver peu à peu, donc avoir un accord direct social donc sur l'usage des ressources et évidemment aussi de la capacité d'agir humaine, sans sortir d'un système où toute chose doit d'abord passer par cette espèce de canal toujours plus restreint de sa transformation en argent, et autrement la chose n'a même pas le droit d'exister. Évidemment, c'est pas quelque chose qui sera facile à faire, parce que si on ne commence jamais, on ne va jamais terminer. Restaurer encore le poste de travail, l'état social, l'argent, etc. Ça peut être une perspective dans l'immédiat au jour par jour, mais ça ne peut pas être une perspective politique. Et donc c'est agir, donc c'est appropriation directe de ressources au-delà du marché et de l'État. Moi, et je ne l'appellerai plus politique, parce que ça ne peut plus avoir les formes traditionnelles d'agir dans l'État avec des partis, des syndicats, etc. Ce sont des mouvements sociaux qui doivent le faire, ou au contraire, ces mouvements sociaux ne passeront plus pour les vieilles lignes de conflits constituées par les classes sociales, mais dépendent aussi beaucoup de l'engagement des acteurs individuels sur la base de leurs expériences. Ils ouvrent tout au contraire aussi une chambre d'intervention, même pour l'individu, beaucoup plus large de ce qui était donné lorsque tous les individus étaient imaginés toujours comme être totalement identifiés avec un prétendu intérêt de classe. Bon, eh bien, on va passer aux questions. Oui, donc la question, pour savoir donc s'il faut aller à la racine des choses et donc dépasser la valeur et parler de l'espace. Il me semblait, moi, en lisant le chapitre sur le fétichisme, la marchandise de Marx, que
la valeur naissait du fait que les producteurs sont indépendants et privés. Donc c'est du travail privé, c'est pour ça qu'on est obligé de passer par la marchandise pour socialiser en fait le travail. Mais alors, la question que je pose, c'est étant donné la division du travail extrêmement complexe dans laquelle on est aujourd'hui, comment on arriverait à socialiser le travail et ne plus avoir de travail indépendant de fait, pas simplement formellement, mais comment le travail peut être socialisé à l'avance, étant donné la masse de marchandises aujourd'hui, de produits que nous avons. Voilà. Donc voilà, ma question c'est là-dessus, comment concrètement, est-ce qu'il faut revenir sur la division du travail, aller vers une société qui est beaucoup moins divisée, des produits plus simples, ou est-ce qu'on garde la division du travail, parce que c'est un processus irréversible. Et alors là, moi, je n'arrive pas à penser pour l'instant cette socialisation a priori du travail, dans toutes les branches. On fait passer, on prend d'autres questions. Merci. Alors, n'est-il pas paradoxal de parler de faiblesse du capitalisme en un temps où l'ensemble des États l'adoptent et où il n'y a plus de camp alternatif au pouvoir? Et deuxième question, que peuvent faire finalement les populations des différents États européens pour lutter contre cette dictature financière pseudo-européiste de manière plus? Oui, une question qui s'adresse à M. Durand. Qu'est-ce qui est le cœur du capitalisme? Comment sa spécificité? Et à quelle époque commence le capitalisme? C'est tout? C'est combien de temps? Vous avez une heure? Moi, j'avais d'abord envie de vous remercier parce que ce débat entre un keynésien et un marxiste pur, c'est vraiment très intéressant. C'est extrêmement rare. C'est moi le marxiste, hein. C'est lui le keynésien et moi le marxiste. Enfin, bon, je sais pas. Je préconisais en tout cas, enfin, non, bon, j'avais simplement envie d'ouvrir une question alors, très brève, en tout cas, qui fait une parenthèse, mais en tout cas qui est un débat, à mon avis, qu'il faut ouvrir parce qu'il y a certains politologues, en fait, alors là c'est un problème franco-français, mais qui considèrent en tout cas que le Front National n'est pas un mouvement fasciste. Donc je pense que, donc là, on fait référence à Jean-Yves Camus, qui est un politologue, et qui considère le Front National relativement comme un parti républicain, donc je pense qu'il y a toute une bataille sémantique à mener là-dessus, d'autant plus que ce politologue est classé à gauche, qui a fait son interview la samedi à l'IB, et qui dissémine, je pense, en tout cas, qui est au cœur de la stratégie de respectabilité de Marine Le Pen. Donc voilà, donc il va falloir en tout cas mener une bataille là-dessus de front avec certains intellectuels qui se disent être de gauche. Donc j'avais deux autres questions parce qu'effectivement moi dans vos interventions, alors ce qui m'interpelle en fait, l'accaparement des richesses. Donc ça c'était pour vous en fait, l'accaparement des richesses, sachant que effectivement si on essaie de changer de système, on va être confronté d'une part au patronat et on va être confronté à l'État. L'État étant le garant, en tout cas, du capitalisme et de la société de production. À moins d'arriver à renverser l'État et le patronat par une révolution, et par une révolution violente, je ne vois pas par quel moyen démocratique on peut y arriver. Donc, je veux dire, ça implique comment parvenir à changer notre système de production par voie démocratique. Deuxième question, monsieur. On assiste actuellement à des tentatives d'inflexion du capitalisme par le développement de nouvelles alternatives économiques, de type l'économie sociale et solidaire ou l'économie collaborative. Moi, en tout cas, le keynésianisme, l'encadrement du capitalisme me paraît pertinent si on arrive aussi parallèlement à trouver d'autres alternatives du capitalisme qui prendra en compte aussi certaines priorités telles que la protection de l'environnement. Donc j'avais envie d'avoir votre position sur cette question. Ouais. Je vais répondre je vais peut-être pas répondre à toutes les questions, mais donner des éléments. D'abord, juste quand même sur le point sur la quantité de valeur. Évidemment, je maintiens mon point, puisque non seulement le nombre d'heures travaillées dans les pays à forte productivité a continué à augmenter, donc ne serait-ce que le Nord global produit plus de valeur qu'il n'en produisait dans les années 70, et par ailleurs, aujourd'hui, la productivité dans les pays du Sud les plus avancés en rattrapage est très proche de celle qui a été dans les années 70 en Europe. Donc on ne peut absolument pas dire, il n'y a aucun élément pour argumenter sur l'idée d'une base totale de la quantité de valeur produite. C'est quelque chose qui est profondément erroné. Sur les réponses aux questions,
Alors on va se partager sans doute, puis il y en a qui étaient peut-être moins destinés. Sur la question de la division du travail, moi je trouve que c'est une question qui est extrêmement importante. La question de la division du travail, c'est extrêmement important, et la manière dont on peut envisager un post-capitalisme qui soit progressiste, et la manière dont on peut dealer avec cette question de la division du travail. Moi je pense qu'il faut penser en différents types de registres. Il y a différents types de registres qui doivent être gérés. La division du travail doit être organisée de manière différente selon le type de biens qui sont en jeu. Par exemple, toute une série de biens et de services doivent être produits sur une base qui est une logique de coopération de type commun. C'est-à-dire c'est des communautés qui se mobilisent pour produire ces biens et ces services sur des bases affinitaires, de projets, etc. Ça peut être des communautés organisées formellement, mais voilà, ça c'est une type de logique. Il n'y a du coup pas de médiation par la marchandise. Bon. Ensuite, il y a des logiques qui doivent être, à mon avis, de type de marché, en préservant la fonction d'un marché. Un marché au sens le plus élémentaire possible, et non pas un marché capitaliste, c'est-à-dire un marché qui soit transparent, où les coûts soient transparents, etc. Et ça, c'est tout ce qui doit concerner, à mon sens, les biens pour lesquels on a besoin de diversité, de diversification, d'une forme importante de diversification, et qui sont des biens assez simples, que tout le monde peut comprendre, où éventuellement la densité technologique n'est pas si importante que ça. Donc ça, c'est les biens de consommation, d'une certaine façon, les biens de consommation courants. Et ça, c'est le marché qui peut le faire le mieux, parce qu'on ne va pas décider de quelque manière que ce soit la couleur des chaussettes, et on ne va pas tous se mettre à faire des chaussettes. Bon, voilà. Troisième élément, c'est ce qui concerne finalement la projection dans le temps de la société, parce qu'on pense la projection dans le temps, elle se pense aujourd'hui, mais on continuera à la penser. Et ça, c'est quoi? C'est la fonction d'investissement. C'est comment on fait pour voir au long terme les biens durables. Et ça, ça doit être des formes de planification. Alors on peut réfléchir à des échelles de planification, mais je pense qu'il faut introduire cette notion de planification. Donc voilà, penser la division du travail, ça dépend du type de produit, et du coup, différents types de mécanismes peuvent être activés. Très rapidement, c'est ce que je répondrai à votre question. Voilà. Ensuite, l'autre remarque, alors sur l'Europe, peut-être moi j'ai déjà pas mal développé, donc je laisserai peut-être Anselme me répondre sur l'Europe. Je voudrais répondre peut-être sur la question qui m'était directement adressée, plus théorique, sur ce qu'est le capitalisme. Bon. Donc moi, je pense qu'on peut, à juste titre, et en parlant de réalités différentes, donner différentes définitions du capitalisme. Je pense qu'il existe des formes de capitalisme commercial qui existent, par exemple, à Venise au XIIe siècle. Je pense que c'était une forme de capitalisme, c'est-à-dire qui était temporairement orientée vers l'accumulation du capital. Bon. Mais fondamentalement, c'est pas là-dessus que je prendrai une exception qui est celle plus contemporaine. Donc moi, je dirais que c'est la combinaison de trois choses. La première chose, c'est effectivement un mécanisme d'accumulation illimitée du capital, un mécanisme d'accumulation illimitée du capital qui vient de quoi? Qui vient du mécanisme de concurrence, et c'est le deuxième point, un mécanisme de concurrence qui, par le processus de somption réelle du travail au capital, c'est-à-dire que le fait que les travailleurs sont véritablement intégrés au processus de valorisation du capital, contraint les capitalistes en permanence à renouveler leur méthode de production pour ne pas être éliminés par la concurrence, et donc à augmenter la quantité de capital. Et ça, c'est ce qui fait le capitalisme classique, si vous voulez. C'est ce qui fait aussi que si on est dans une logique prédatrice aujourd'hui, on n'est plus dans le capitalisme classique. Si on est en train de basculer là-dessus, c'est peut-être là où il y a un point de rupture. Troisième point, c'est la condition qui permet l'existence de ce capitalisme, c'est la séparation des travailleurs vis-à-vis de leurs moyens de production. C'est ce qu'appelle Marx, l'élément clé chez Marx de l'accumulation primitive, c'est celui-ci. C'est le fait que les conditions d'existence de la population se mettent à dépendre du marché, ils sont transformés en prolétaires puisqu'ils n'ont plus accès aux moyens de subvenir à leurs propres conditions de vie. Donc c'est la combinaison de ces trois éléments, je suis remonté du résultat à la cause d'une certaine façon, qui permettent à mon sens de définir le capitalisme. Et ça permet aussi, en réfléchissant à ces éléments, de qu'est-ce que c'est que le post-capitalisme, évidemment. Je crois que je vais m'arrêter là. Alors effectivement, vous avez cité effectivement un aspect extrêmement important de la théorie de Marx, que d'autres pas toujours assez bien compris, justement lorsqu'il analyse le fait que le capitalisme est essentiellement basé sur des producteurs privés, séparés. Alors, ce fait-là, il ne faut quand même pas le confondre avec l'idée de la division du travail. La division du travail est une fait technique qui regarde le côté valeur d'usage des personnes. C'est-à-dire, une société peut avoir un degré plus ou moins grand de la division du travail ou de la coopération entre travailleurs. Cela peut, a priori, n'a rien à voir avec le mode social. Donc, dans le capitalisme, on peut avoir des gens qui travaillent très isolément avec un faible degré de division du travail ou au contraire avec beaucoup de division et vice-versa. Marx voulait dire une autre chose. Marx voulait dire qu'il n'existe aucune forme d'accord entre producteurs avant la production. Donc chaque unité, peut-être pas chaque individu, mais chaque unité produit sans connaître les besoins. Donc on produit quelque chose, après on le met sur le marché
pour un marché anonyme, pour voir si par hasard on réussit à réaliser la valeur, comme dit Marx. Si on ne vend pas le produit, on ne réalise pas la valeur, ça veut dire dans ces moments-là, c'est comme si le produit n'aurait même pas été produit parce qu'il faut le jeter. Et si cela arrive trop souvent, finalement, que ce n'est même pas seulement le produit, la marchandise, mais c'est même le producteur qui se trouve totalement dévalorisé jusqu'au point de pouvoir mourir de faim, de toute manière, et sortir du jeu. Donc, ce que critique Marx, c'est donc justement cette société basée sur une concurrence anonyme entre personnes, donc qui entre eux ne connaissent aucune forme stable d'accord, mais simplement ou pratiquement la base de la société d'une guerre permanente de tous contre tous pour arracher des parties plus grandes du marché. Alors, pour avoir une idée d'une alternative, on peut, même si quand même, par exemple, penser par exemple à une ferme traditionnelle. Donc cet exemple pose quelques autres problèmes, il est quand même utile au moins pour comprendre la différence. Dans une ferme traditionnelle, par exemple, chacun a son rôle. Donc les rôles peuvent être différents, ils peuvent même être distribués très injustement. Il y a peut-être quelqu'un donc, qui doit couper le foin, quelqu'un d'autre qui va s'occuper du bétail, et peut-être il y a quelqu'un donc, qui ne fait que diriger le tout. Mais quand même, dans cette société-là, donc, il n'y a pas un échange entre les membres de cette ferme. Donc, ça veut aussi dire qu'il n'y a pas le risque que le travail, que l'activité de chacun soit invalidée après coup parce qu'il ne trouve pas d'acheteur. C'est-à-dire, dans ces cas-là, on produit ensemble, et après le produit est partagé entre ceux qui ont contribué à sa production. Donc le problème dans les sociétés pré-capitalistes, c'est que ce mode de distribution était en général très injuste parce qu'il est basé sur une hiérarchie sociale. Il vaut quand même la peine d'être souligné que dans cette société-là, donc il y a quand même le partage du produit, donc je dis, n'est pas basé sur l'apport individuel du travail dans un marché anonyme. Et donc quand même, d'une manière ou de l'autre, une société post-capitaliste devrait exactement réinventer cette forme de distribution directe qu'on peut appeler planification avec un autre nom, d'une manière qui n'est pas basée sur l'échange. Là, Marx était très clair. Donc Marx, dans la critique du programme de Gotha, il dit par exemple que l'abolition de l'échange, ce n'est pas quelque chose qui peut se mettre au terme du processus qui mène vers le communisme, c'est quelque chose de faire tout de suite. Donc là où il y a échange, il y a nécessairement aussi, il y a aussi nécessairement valeur, et donc mesure individuelle des valeurs, et donc et capitalisme. Je dis, cette question-là, et quand même, il faut la considérer séparément par rapport à la question de la division du travail au sens technique. Je pense que là, vous êtes d'accord. Oui, je suis entièrement d'accord. Et l'autre, mais je trouve assez, pour répondre aussi à vous, assez problématique le terme de capitalisme prédateur, parce que d'abord... Post-capitalisme. Oui, l'idée même du prédateur, parce que le prédateur, cela présuppose qu'il existe quand même une espèce de production de richesse capitaliste, mais maintenant, l'accès à cette richesse n'est plus réglé par la véritable contribution à cette richesse, mais simplement par une espèce d'agir mafieux, donc du prédateur. C'est vrai que les choses peuvent se présenter de cette manière-là, vues superficiellement. C'est la surface est empirique. Mais en même temps, cela présuppose, et c'est là le problème de tous les discours aussi néo-keynésiens, présuppose qu'il y a encore une large production de valeurs, et que tous les problèmes résident seulement dans sa distribution. C'est justement ça, donc la critique radicale du capitalisme se base plutôt sur le fait qu'il y a une forte diminution de la valeur. Bien sûr, ces bribes peuvent aussi souvent être accaparées plutôt à travers la prédation qu'avec d'autres moyens. Cela ne touche pas l'essentiel. Et en plus, je trouve ce discours dangereux parce que même si évidemment ce n'est pas de votre intention, cela rappelle la distinction entre le capital productif et le capital prédateur qui était un slogan des nazis. Qui, d'un côté et de l'autre, non, je ne m'attribue pas à cela à vous, mais non, dans tous les discours. Quel est le rapport? Non, il y a absolument un rapport parce que cette idée des nazis, il existe un capitalisme sain, productif, où le capitaliste fait travailler l'ouvrier et partage avec lui le produit du travail. Là, c'est sain. Et le mauvais, c'est le capitalisme prédateur, financier, où le parasite identifié pas avec les juifs, pratiquement
accapare la valeur. Cette idée est assez présente dans la critique des finances, dans l'idéologie du Occupy, dans d'autres. Donc cette idée a une tendance maudite à revenir tout le temps sur le devant de la scène. Parce qu'en plus, parce que cela permet donc de focaliser toute la critique sur même sur un groupe restreint de personnes de spéculateurs, et de ne pas du tout devoir mettre en discussion le degré d'implication de la logique capitaliste qui est notre lot commun à tous, aussi aux travailleurs, aussi aux exploités, aux salariés, etc. Donc cela permet pratiquement de sauver les bases du capitalisme en sacrifiant justement ces formes les plus extrêmes. Donc je ne veux pas du tout dire que ces mouvements sociaux sont nécessairement des mouvements fascistes, mais il y a quelque chose qui retourne étrangement. Et voilà aussi pourquoi le Front National, parce qu'exactement, il fait le même discours, seulement un peu plus explicite. Mais il y a, si vous, j'ai quand même lu des parties des programmes du Front National, il y a des paragraphes, si vous les prenez isolément, dans une critique du capitalisme. Et évidemment, ils réussissent de cette manière-là à attraper leur public. Et il serait plutôt la tâche de la gauche de faire clairement un discours qui n'a rien à voir avec cette espèce avec la chasse populiste aux spéculateurs, parce que le Front National aussi dit que toute la faute de la crise est à la spéculation et à l'euro d'ailleurs. Bien sûr, ce reste jusqu'ici des discours différents, mais je ne sais pas si dans une future, ce discours ne risque pas de certaine manière de converger. Bon, écoutez, moi je suis désolé, mais c'est pas possible, là, c'est too much. Je n'ai pas dit que c'est pas possible. Non, je suis désolé, c'est pas une méthode. C'est pas possible de fonctionner comme ça. Il fait un amalgame avec la pensée nazie. 2, il explique que les stratégies vont se rejoindre. Je suis désolé, c'est pas une méthode de débat. C'est pas une méthode de débat. Moi je réponds sur ce point, mais je vais pas rester à la phase d'amalgame avec. J'ai été très mal à l'aise, mais ça se fait pas. Je réponds sur ce point. Je dis que le terme capital prédateur était un terme nazi, et je trouve préoccupant que des gens qui, évidemment, dans d'autres contextes, reprennent ces termes. Mais le terme capital est utilisé par les nazis et par nous, et alors super, bravo, on avance. Quand vous dites le capitalisme prédateur, le capitalisme par nature et prédateur, il a toujours été. Vous analysez. Je suis pas d'accord avec ça. Ah oui, alors les massacres. On va essayer de dépassionner le débat. Il y avait du boulot, mais c'était très mal payé. Alors, on fait attention, je vais donner la parole rapidement. Je vais introduire du coup un truc technique, et puis ça fera écho à votre différence sur la masse totale de valeur, est-ce qu'elle diminue ou pas. Bon, vous allez voir, on va retrouver un peu un truc un peu plus... Il y avait deux personnes. Attendez, je m'interroge effectivement sur cette question de la masse totale de valeur, est-ce qu'elle décroît ou pas. Et effectivement, parce que j'ai lu quelques ouvrages des auteurs des valeurs critiques, et ce qu'ils disent eux, c'est que la masse totale de valeur tend à diminuer depuis la révolution, donc la microélectronique avec l'informatisation, l'automatisation, etc. Et que si elle augmente lentement et uniquement à la faveur de la production massive de capital fictif. La financiarisation, si tu veux, l'économie productive est dopée artificiellement, perfusée par de l'argent qui n'existe pas, de l'argent gagé sur les profits futurs, et donc c'est uniquement pour ça qu'on observe une augmentation de la masse de valeur. Donc on observe une augmentation de la masse de valeur. Mais c'est fictif, c'est-à-dire, le problème c'est que la crise a sonné le glas, la crise financière de 2007 a sonné le glas de cette dynamique-là, et voilà l'économie capitaliste rendue à ses possibilités réelles. On voit ce que ça donne, c'est la récession, c'est etc. Donc, juste pour complexifier le débat, il y a deux discours là que j'entends. Il y a un discours qui dit, je ne vais pas faire ça parce que je risque de maltraiter les propos des uns et des autres, mais en gros, il y a un discours qui consiste à dire il y a beaucoup de profits, beaucoup de plus-value, beaucoup d'argent, beaucoup de richesses, mais voilà. Et un autre qui dit c'est plus compliqué, que c'est pas ça, que c'est largement fictif. Et que voilà, donc il y a un débat entre vous là-dessus. Anselme parle de capitalisme prédateur en pensant, parce que le terme a été employé par, il a peur qu'on entende le problème uniquement sous l'aspect de la prédation. Et le capitaliste, ce sera celui qui prend, et non pas celui qui détruit le travail et donc la source de la valeur, qui détruit, qui liquide
Voilà, c'est juste un... Bon, je crois que j'ai peut-être obscurci encore davantage la discussion. Il reste plus Mais beaucoup de temps, on va passer heureusement, aux autres questions. heureusement, il y a d'autres questions. Non, mais j'avais exactement la même question. J'avais exactement la même question parce que dans la théorie de la critique de la valeur, ce que je n'arrive pas très bien à comprendre, c'est finalement l'articulation en quoi finalement on ne peut pas faire de plus-value sur une machine-outil. Pourquoi est-ce qu'il faut exclusivement travail vivant venu d'un salarié exploité pour créer de l'art? Ça fait partie des choses. Personnellement, j'ai lu pas mal de vieux textes, des œuvres que je n'arrive pas à très bien comprendre et qui, je pense, du coup, effectivement, pose la question là, que posait l'intervenant au milieu. Est-ce qu'il reste quelque chose aujourd'hui dans le capitalisme actuel à partager, des fruits de la croissance à partager qui pourraient refaire une forme de compromis qu'on appelle keynésien, fordiste, n'importe quoi, une nouvelle société? Ou est-ce que justement il n'y a absolument plus aucun fruit de la croissance à partager et que face à cette décroissance inévitable, eh bien, soit on invente quelque chose d'autre, soit on vit la barbarie? Je pense que c'est peut-être la question que tu poses. Il y a une question tout à l'heure, monsieur, vous avez je vais rebondir sur la notion de barbarie dont vous parlez. Je voudrais juste recentrer le débat parce que vos deux apports à tous les deux sont extrêmement riches et extrêmement forts, je trouve. Mais je ne suis pas sûr que le nom du débat, ça soit para-keynésianisme et néo-marxisme ou quoi. C'était de quoi l'Europe est-elle le nom? Alors, pour recentrer le débat autour de ça, ma question, vous avez tous les deux parlé d'une crise, enfin de la crise comme étant symptomatique d'une désagrégation du capitalisme d'aujourd'hui. J'ai presque envie de dire que c'est une vieille antienne, c'est-à-dire que déjà Marx disait que la fin du capitalisme est inscrite dans ses gènes, dans son ADN, comme disent les entreprises modernes aujourd'hui. Donc ma question, c'est de quoi l'Europe est-elle le nom? Est-ce que l'Europe, c'est le nom de la fine pointe de la désagrégation, ou d'une fine pointe voilà. Ou bien est-ce que c'est le nom d'autre chose? C'est-à-dire, est-ce que c'est le nom... Parce que si on admet que le capitalisme avance par crise, il n'y a pas une crise de 29, il n'y a pas une crise d'aujourd'hui, de 2008, il y a des dizaines de crises depuis 250 ans, en tout cas depuis 200 ans. Est-ce que c'est dans ce cas-là le signe d'une transformation par la crise du capitalisme? Et effectivement, d'accord avec monsieur, est-ce qu'on va vers une autre forme virtuelle, peut-être, est-ce qu'on va faire du profit par la virtualité, mais en tout cas par une forme de barbarie inconnue jusqu'ici? Oui, moi je voulais intervenir d'abord sur juste le débat technique, aussi bien sur les précisions de M. Yappeux ou sur vos précisions tout à l'heure. Bon, je crois qu'il y a un petit problème, c'est que si on se revendique de, ça c'est un point un peu technique, mais si on se revendique de la théorie de la valeur de Marx, à un moment donné, dire que l'ensemble des mesures de richesse qui se tromperaient sur le fait que la valeur augmente ou pas, c'est un peu ce qu'on voyait, parce que si vraiment tous les indicateurs de richesse se trompent, alors dans ce cas-là, la théorie de la valeur de Marx n'a aucun sens. Puisque la théorie de la valeur de Marx dit précisément que les valeurs se transforment en prix et que la masse des prix et la masse des profits reflètent d'une certaine manière la masse de valeur et la masse des profits. Donc si vous dites ça, déjà, si vous dites que les indicateurs de richesse n'indiquent rien du tout à part du gonflement fictif, alors là, dans ce cas-là, je veux bien qu'on discute. Je ne suis pas opposé à discuter avec des gens qui ne sont pas forcément d'accord avec la théorie de la valeur de Marx, mais il faut au moins reconnaître ça. C'est une première chose. Et la deuxième chose, je crois que le débat, du coup, c'est pas vraiment un débat entre, effectivement, est-ce que le capitalisme peut continuer ou est-ce qu'il doit décliner. Je pense que là, dans ce que j'ai entendu, les deux intervenants sont d'accord sur le fait que le capitalisme décline et qu'il n'y a pas il y aura pas de capitalisme rétabli, que ce soit d'une manière néolibérale, enfin, un renforcement de ce qui existe actuellement ou dans un retour à un âge d'or de l'étape du Fordisme. Je crois que la question, c'est tout simplement, c'est simplement, est-ce qu'en gros, on a une vision, on va dire, je dirais utopique, c'est-à-dire au sens des socialismes utopiques, parce que je pense que précisément, la position que qu'a défendue M. Yappeux était assez clairement, en fait, dire on retour à la question, en gros, un grand phalanstère mondial qui redistribue, qui se poserait même, qui planifierait l'ensemble de la création de richesses de façon immédiate.
ou alors, en gros, prendre en compte la question des rapports de force, prendre en compte, parce que finalement, si on écoute un peu le discours, le discours qu'on a pu entendre ici dans les interventions de M. Yabeu, en fait, la question de la temporalité, de l'histoire, des rapports de force politiques, ça, finalement, ou même de l'expérience, enfin, de l'empirisme, finalement, c'est pas tellement l'enjeu, puisque de toute façon, tout ce qui arrive doit arriver, et tous les régimes politiques se ressemblent, c'est-à-dire que la démocratie ou l'autoritarisme, de toute façon, c'est fait pour maintenir les intérêts du capital. Donc en réalité, il n'y a absolument aucun levier en termes de rapport de force immédiat politique qui permettent au moins de créer des espaces, de résistance. Et en fait, il y a simplement l'espèce de rupture messianique qui finalement interromprait le déclin dans la barbarie. Moi je trouve que la manière dont les choses ont été posées jusque-là en termes de intercapitalisme ou anticapitalisme est un petit peu fatigante, parce qu'en réalité, est-ce qu'il y a des leviers politiques ou pas pour finalement changer de système, quoi. Madame, juste derrière. C'est juste, moi c'était une parenthèse en fait concernant un bouquin qui est sorti récemment et qui est très intéressant de Piketty sur le capital et qui permet d'avoir une représentation, de mieux comprendre tout un tas de ce qu'il a il a vraiment étudié le capital depuis le tout début du moment industriel, c'est-à-dire depuis 1850. Ils ont fait même des coupes liées même au tout début des activités humaines pour mieux voir ce qu'il en est vraiment à long terme de toute l'évolution de ce capital. Et la conclusion à laquelle il arrive, qui est également très intéressante, qui est que de toute façon, il y a une espèce de composante exponentielle de la création de richesse, quels que soient les modes de calcul. Enfin, il explique très très bien les modes de calcul, justement, qu'en est-il de la croissance, qu'en est-il des valeurs, etc. Mais il n'est pas marxiste, donc c'est une autre manière de l'aborder. Mais par contre, en le lisant, on se représente les choses aussi avec un peu plus de recul sur ce qu'il en est de ces choses-là, et lui aussi va poser la question de la répartition, simplement, des richesses qui ne cessent de croître, mais qui sont réparties d'une façon de plus en plus folle. Mais c'est intéressant de le lire, franchement, par rapport aux questions qui étaient posées aussi tout à l'heure sur qu'est-ce que le capital. Là, on comprend quelque chose aussi de son fonctionnement avec du recul et simplement pour juste l'Europe, parce que M. a souligné qu'en effet, moi, je ne suis pas arrivée à attendre le débat, mais je pensais qu'il était en effet sur le lien avec la création de Paris. Ce qu'on devait faire, nous, comment pouvons-nous quelqu'un a posé une question comme ça, nous emparer de quel levier avons-nous politiquement à un niveau européen pour reprendre quelque chose d'une Europe qui ne soit pas ce qu'elle a soutenu jusqu'ici. Il y a quand même une partie de l'Europe et des organismes européens qui doivent nous permettre, en tant que citoyens européens, de ne pas revenir avec des systèmes nationalistes tels que ça court en ce moment entre droite et gauche, ce qui est quand même regrettable. Je ne sais pas si c'était une partie de votre débat ou pas. Il reste une dizaine de minutes pour répondre. Dernière intervention courte. Je vais juste poser une petite question. Moi j'ai l'impression que quand vous employez le mot valeur, vous ne parlez pas de la même chose. Est-ce que vous êtes sûr que quand vous employez le mot valeur, vous parlez de la même chose? Je pense que c'est sûr, ça. Pour une fois, peut-être, oui. Et qu'est-ce que c'est? Bon, mais qu'est-ce que c'est? La valeur, justement, la valeur a été définie par les économistes classiques anglais, évidemment, comme la quantité de travail utilisée pour produire une chose, qui reste, et Marx a repris cette théorie d'une manière négative, donc en même temps en le déchiffrant comme une espèce de projection fétichiste, parce qu'il faut quand même se rappeler que, en vérité, si la valeur de cette table dépend du travail qui a été nécessaire pour créer la table et ses composants, en vérité, ce travail est déjà passé. Donc, en vérité, le travail n'est plus là. Donc, en vérité, il s'agit d'une espèce de convention inconsciente sociale du type fétichiste lorsque nous traitons les objets selon leur valeur. Donc là, c'est aussi la rupture de Marx avec ses prédécesseurs Smith et Ricardo, que pour Marx, la valeur n'est pas quelque chose d'évident, de naturel et donc de positif, parce que c'est une catégorie négative et destructrice qui n'appartient qu'à la seule société capitaliste. Et étant donné donc un objet qui est ça, là dans la nature, comme un arbre, comme une pièce de bois, ne peut avoir de valeur tandis qu'il est là. Évidemment, la seule chose qui peut conférer une valeur aux objets, c'est l'effort humain, au moins pour prendre l'objet naturel et le déplacer d'un endroit à l'autre. Voilà pourquoi il est évident pour Marx que même une machine tient sa valeur seulement du travail humain qui était nécessaire pour le créer. Après, si on utilise une machine
Donc cette machine ne peut pas ajouter des valeurs en plus, elle peut simplement transférer, dans le cas de la machine, peu à peu, à petites pièces, sa valeur dans la marchandise qui est produite. Donc ce n'est pas une idée de la critique de la valeur, mais c'est une idée sur laquelle Marx est absolument ferme. Et en effet, l'économie politique bourgeoise successive, plutôt que de tenter de critiquer la conception marxienne de la valeur, elle a simplement abandonné cette notion en le déclarant une espèce de lubie métaphysique et en déclarant de ne vouloir s'intéresser qu'au prix. Alors justement, la question, c'est la diminution de la valeur dans le monde rencontre justement ce problème-là, que la valeur n'est pas empiriquement mesurable différemment des prix. On peut quand même au moins avoir une vague indication à partir de ce fait-là que, évidemment, que les produits industriels bruts, donc le prix national brut, dans le monde entier, à partir des années 70, a environ doublé. En même temps, le volume des marchés financiers a environ été multiplié par 10 à peu près. Ce sont plus ou moins les chiffres qu'on trouve. Donc ça veut dire, tandis que dans les années, à la fin de la phase keynésienne, donc dans les années 70, donc il y avait environ un rapport de $1 réel par $1 créé dans la sphère fictive. Aujourd'hui, ce rapport est au moins de 1 par 5. Donc ça veut dire il y a donc une diminution de la masse de la valeur dans le sens qu'aujourd'hui, dans tout l'argent qui circule, la partie qui est due à une production des valeurs est énormément diminuée par rapport encore aux années 70. De ce côté-là, on peut au moins avoir une idée. En plus, ce qu'on appelle le produit national comprend toutes les activités économiques, aussi par exemple les profits des banques et d'autres choses qu'on peut absolument, tout ce qui est entré dans le commerce, et beaucoup de facteurs qu'en aucune manière on peut appeler une création de valeur. Si après on admet, en plus au moins en suivant Marx, que la grande partie des services, que les dépenses d'État qui ne font que croître, etc., également brûlent de la valeur, mais ne créent pas de la valeur en plus, on peut arrive à la conclusion que même une bonne partie de ce qui est mesuré par le produit brut, en vérité, n'est pas une création de valeur. Donc ce qui crée vraiment de la valeur, par exemple dans une partie de services et surtout la production industrielle, donc en vérité constitue une partie encore beaucoup plus petite et probablement en diminution, au moins en diminution par rapport comme quota donc de tout ce qu'on produit dans le monde. Ensuite, donc on voulait justement ramener la question aussi au titre de quoi l'Europe était le nom. Mais je pense qu'on a quand même parlé de cet aspect-là parce que justement, au moment de mon analyse, je n'ai pas analysé la crise de l'euro comme une fait isolé, mais d'une certaine manière comme la faillite nécessaire de ceux qui dès le début n'était qu'une fuite en avant désespérée. Et donc la crise de l'Europe fait comme une étape de cet épuisement, plutôt qu'un écroulement, je parlais d'un épuisement global de la valorisation de la valeur, qui justement n'est pas seulement un problème économique, mais c'est un problème qui finalement qui touche la société capitaliste tout entière, parce que la société tout entière s'est économisée, toutes nos vies dépendent de l'économie. Cela est d'ailleurs beaucoup plus marqué encore aujourd'hui qu'il y a 50 ans, il y a 100 ans, parce qu'il n'existe pratiquement plus de sphères de vie autonomes, de production de subsistance, pratiquement tous. Donc nous ne pouvons pratiquement plus survivre 2 jours sans la chaîne de distribution, et donc, qui évidemment est régie par l'argent. Et donc ça veut aussi dire que la sortie de la société capitaliste risque effectivement très fortement d'être plutôt dans une chute dans la barbarie. Au moins là, il faut être clair, donc cette vieille idée qui a animé des générations de révolutionnaires, c'est-à-dire l'idée que la crise est identique à l'émancipation et qu'après la fin du capitalisme arrivera nécessairement le socialisme, le communisme, l'anarchie, etc. Cette idée, malheureusement, aujourd'hui, il faut absolument s'en séparer. Donc le capitalisme aussi, avant de rentrer dans cette crise peut-être finale, il a aussi eu le temps, malheureusement, de détruire toutes les autres formes d'agrégation sociale, de solidarité, de savoir-faire
Et donc, si on ne fait rien, donc la chute du capitalisme donc, ne produit absolument rien de bon. Et c'est là exactement que je vois des grandes chances pour agir, donc que justement que je ne l'appellerai plus la politique. Des interventions conscientes des individus et des groupes dans ces processus de dissolution sont tout à fait possibles, peut-être sont beaucoup plus possibles aujourd'hui qu'à l'époque où le capitalisme était encore fort, parce qu'à cette époque-là, à l'époque du compromis des classes de l'après-guerre, justement parce que tous les conflits tournaient seulement autour d'un rééquilibrage de la distribution, tandis qu'aujourd'hui, les questions qui se posent sont des questions beaucoup plus qui touchent l'essentiel. Merci. Peut-être 2 points. Donc, bon, un point d'accord, hein, c'est sur un point qui est important, ça a été souligné, c'est qu'on n'est pas dans il n'y a pas de rebond attendu. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de rebond possible. Il n'y a pas, pour l'instant, dans l'état actuel des choses, d'éléments qui permettent d'envisager une forme de rebond du capitalisme. Il n'y a aucun indicateur qui va dans ce sens-là. Il n'y a aucune raison logique que ce soit là. Ensuite, on ne peut pas, c'est pas exclu d'imaginer que des choses puissent arriver, qu'on n'a pas prévues, qu'on n'a pas anticipées, qui permettent de trouver de nouvelles formes de valorisation. Donc moi, je garderai les choses un petit peu plus ouvertes. Mais mon constat aujourd'hui, c'est que c'est pas ça le plus probable. Que le plus probable, c'est une sortie, et c'est un autre point d'accord, c'est une sortie du capitalisme qui sans doute a déjà commencé. Je ne sais pas si on est d'accord là-dessus, et qui est une forme de sortie prédatrice, c'est-à-dire un retour de forme pré-capitaliste de prélèvement de la richesse, c'est-à-dire pas sur l'exploitation du travail par sa somption réelle, mais par la dépossession des populations, d'une part, et d'autre part, ça implique que le processus d'accumulation pourrait s'enrayer. On pourrait avoir une classe de super riches qui vit de manière prédatrice sur le reste de la population. Donc voilà, peut-être pour le point un peu le fond, les accords. Ensuite, bon, moi, sur la question de la masse de valeur, vraiment, il y a un problème. On navigue vraiment entre les définitions. Tout à l'heure, c'était la quantité de travail qui était mobilisée. Là, on déplace un deuxième niveau, donc on introduit d'autres éléments qui sont importants à discuter. Moi, je pense qu'effectivement, il faut aujourd'hui discuter de la place du travail improductif, mais on se décale. En tous les cas, si on prend la question de la masse de valeur réalisée, vous évoquiez tout à l'heure à juste titre que l'élément clé dans le capitalisme, c'est le saut périlleux de la marchandise. C'est le fait de prendre le risque de produire, mais d'avoir une validation seulement a posteriori comme réalisation. La masse de valeur réalisée augmente de manière nette. Alors ensuite, je suis désolé, mais je pense que cette absence de rigueur et ces glissements des arguments va avec d'autres éléments qui me posent problème moi, dans la manière de mener la discussion. Là, pourquoi tout à l'heure j'étais particulièrement choqué, c'est parce que je pense que ça renvoie, cette absence de rigueur dans l'analyse renvoie à une absence de rigueur dans la discussion. Et c'est facile de décrédibiliser ses adversaires en faisant pas référence à des points précis, en leur accolant directement des étiquettes qui ne sont pas les leurs, voire en les associant par glissement, par amalgamation avec ce qu'on évidemment on rejette tous et on combat tous le plus violent possible. C'est pas possible de débattre comme ça, c'est malsain. C'est malsain, voilà. Donc je le dis comme je le pense, je suis extrêmement gêné avec cette manière et je suis choqué même. Je suis choqué de cette façon-là et je pense que dans les collectifs militants, c'est des éléments qu'on doit aussi avoir quand on a des cadres politiques de discussion de fond. Et ben on a des règles de débat où on ne procède pas de cette manière-là. Bon, le dernier élément, je ne veux pas développer davantage, mais c'est sur l'absence totale, et ça a été souligné d'éléments par plusieurs personnes dans la salle, d'éléments concrets pour développer une politique de ce qui est sorti. En gros, il y a des opportunités merveilleuses, etc., mais on ne sait pas le moindre du monde lesquelles, de quelle manière elles se déploient. Vous avez dit que vous avez parlé de la crise de l'euro en parlant de ce que vous avez fait, vous aurez pu faire exactement la même intervention si vous aviez parlé de la crise de la dette aux États-Unis aujourd'hui ou de la stagnation dans le 10 ans au Japon. Il n'y a aucun élément de différenciation, donc je ne vois pas en quoi vous nous avez parlé de la crise de l'euro. Je voudrais finir par répondre à la question qui a été posée sur la crise européenne. L'Europe, de quoi est-elle le nom? Je dirais de 3 choses. Première chose, c'est, de 4 choses. D'abord, historiquement, c'est l'intégration de l'Europe occidentale dans le cadre de la guerre froide au projet de capitalisme global des États-Unis. C'est ça le premier élément historique. Le deuxième élément, c'est une tentative de cette bourgeoisie européenne de s'émanciper de cette tutelle états-unienne, de gagner un peu d'espace avec un projet de monnaie mondiale qui donne des avantages aux multinationales, au capital financier dans une moindre mesure aux États pour se financer. Donc c'est la création de l'euro. C'est troisièmement un instrument pour défaire les compromis de classe qui résultent d'un processus de rapport de force issu de l'après-guerre, dont on ne va pas revenir sur tous les déterminants, mais qui est l'élément important. Et quatrième élément, c'est sans doute, c'est peut-être, et c'est l'élément de question, aujourd'hui l'instrument, à travers la violence des vagues de dépossession qui ont lieu, de gestion, d'expérimentation de la gestion dans les pays développés, des logiques prédatrices d'un post-capitalisme qu'il nous faut combattre. Je vous remercie.
Bon, le débat prend fin, bon, il y a un petit différent à la fin. J'espère que tout le monde aura pu au moins saisir l'intérêt de la discussion, les différents éléments qui ont été apportés. Merci à tous d'être venus. Pour un premier débat, avoir plus de 50 personnes invitées, je trouve que c'est vraiment bien. Donc vraiment merci à vous et merci aux deux intervenants pour ce débat vraiment animé. C'était juste pour vous dire que l'organisation du débat a été faite par Grand Angle, qui est une coopérative d'idées anticapitaliste et libertaire, qui réfléchit sur différents thèmes, qui sont des thèmes qui sont souvent connus, mais aussi on essaie d'aborder d'autres espaces et d'autres espaces de réflexion. Et on voulait aussi simplement vous inviter, parce qu'on démarre notre collectif, c'est notre première rencontre. On voulait vous inviter, si vous avez des idées, des projets, des envies d'écriture de texte, à venir nous voir, nous contacter. grand-angle-libertaire.net et vous aurez donc une version audio qui sera mise sur le site et on vous invite à consulter le site où on met des productions de manière régulière, que ce soit en texte, en vidéo ou en audio. Voilà. Merci d'être venu encore une fois. Merci.